Alors, et si on commençait un enregistrement un peu à l'arrache comme ça? Ah bon? Ah oui, tu sais? Dans ce cas, pourquoi ne pas commencer par une petite blague? Ah bah, t'en as une? Bien sûr. Vas-y, je te laisse faire. Monsieur et Madame Terrier ont 2 fils, comment les appellent-ils? Ah, ça ne serait pas avec le sujet du jour? Alex et Alain, à l'extérieur et à l'intérieur. l'intérieur. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comment ça va? Alors ça fait un moment qu'on n'a pas eu... Ça fait un moment qu'on prépare l'épisode 13. Ah oui, alors sachant qu'on vous dit tout, on va tout vous dire, sachant que cet épisode 13, ça a changé au moins 2 fois de sujets principaux. Voilà, entre confinement et entre... Ouais, parce que je viens voir, l'épisode 12 a été diffusé le 27 février 2021 et nous sommes le 1er août. Voilà, on a juste mars, avril, mai, juin, juillet. On a juste 6 mois de retard. Juste 6 mois, de 6 mois en 6 mois, c'est parfait. Donc autant dire qu'on a parfaitement préparé ce nouvel épisode. Hein. Tout à fait, on est allé au fond des choses. Voilà. Donc c'est plus au fond, c'est un porno. On va dire plus simplement. Mais mine de rien, au fond des choses, c'est aussi en lien avec le thème. Hein. Bah oui. Non mais voire même aux yeux des choses. Aux yeux des choses aussi. Ouais. On en profite pour faire coucou à nos auditeurs des États-Unis et du Brésil. Ah oui, parce que donc 2% du Brésil, 22. On ne sait pas si. Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous nous comprenez? N'hésitez pas à nous l'envoyer un message. Donc nous avons toujours un autre mail, le cinéma était fermé de l'intérieur @gmail.com. Je pense que je vais le replacer quelque part, c'est un moment. Une page Facebook dont on va bien finir par s'occuper un jour. Oui, alors à intervalles réguliers, on se dit on va peut-être mettre des chroniques de films qu'on voit au fur et à mesure, à défaut de mettre des podcasts. C'est en cours, on y réfléchit, puis à un moment on le fera. Voilà. Quand on sera prêt. Mais après, est-ce que Facebook est prêt? Parce que s'il faut censurer les images qu'on met à chaque fois, on n'est pas dans la merde. Voilà. Petite tradition de début d'émission. Petite tradition. Alors, voilà, donc aujourd'hui c'est sobre. Oui, aspirine pour tout le monde. Voilà, donc on boit devant vous, devant les micros exprès pour que vous entendiez notre glougloutage. Alors, est-ce que par hasard, on ne commencerait pas tout de suite par les news? Allons-y. Allons-y. Hop. Alors Jérémy, est-ce que nous avons des news? Allez, on en a quand même une ou deux petites. Allez hop, ça vient. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par Disney? Vas-y. C'est tout simplement, donc c'est tombé il y a quelques jours, Scarlett Johansson qui attaque en justice la firme Disney pour avoir diffusé Black Widow en même temps en salle et sur son site de streaming, lui faisant perdre énormément d'argent. Alors, par titre de comparaison, Scarlett Johansson est en tant que productrice exécutive sur le film Black Widow, elle aurait dû avoir aux alentours de 50 millions. Là, elle va avoir que 20 millions. Voilà, donc il y a un manque à gagner de 30 millions. Donc c'est pour ça qu'elle attaque en justice. Alors, ces chiffres ont été donnés un petit peu. Alors, c'est pas vraiment du pifomètre. C'est en comparant, par exemple, ce qu'a touché Robert Downey Jr., lui-même producteur exécutif sur Avengers Endgame. Voilà. On en reparlera quand on évoquera les sorties, mais je pense qu'elle aurait surtout dû porter plainte pour le film. Hein. Ah oui, alors, je suis pas entièrement d'accord parce qu'il n'est pas si mauvais. Il n'est pas bon, mais il n'est pas si mauvais. On va parler de pire dans ce podcast. Il y a eu pire, il y a eu bien pire. Donc voilà. Est-ce que... on va peut-être faire une petite virgule news. Allez, hop, nouvelle news. Vas-y, Jérémy. La Palme d'Or. La Palme d'Or est attribuée à Titane. Alors, ça a été un grand choc, apparemment, dans le milieu cinéphile français. Enfin, dans le milieu non habitué au cinéma de genre, on va dire ça comme ça. Après, un film effectivement français. Donc, première femme à remporter la Palme d'Or. En solo, oui. Parce que la leçon de piano de Jeanne Campion était... C'était qui en même temps? Je ne sais plus. Il y avait 2 films qu'il avait gagnés. Donc non. Après, est-ce que tu as vu le film? Oui. Moi aussi. On en reparlera aussi. On en reparle. Finalement, on va avoir des choses à parler pour ce podcast. Et 6 mois sans te voir, et c'est le bordel.
est-ce que non, bah est-ce que Ensuite, on peut en faire une ou deux petites. allez, une petite news, allez hop, news suivante. Hop, je ne sais pas s'il y a eu la virgule, bah, c'est pas grave. News suivante, on va dire l'étrange festival, Ah. qui a priori devrait avoir lieu. Ah oui, bah qui avec passe sanitaire par contre. Avec passe sanitaire, donc prochaine édition du 8 au 19 septembre, un peu plus tard que d'habitude. Ouais, donc bah on va essayer d'y aller aussi. Voilà, autant que possible. Mais Après, bon, c'est un voilà, peu compliqué. Mais avec les aléas de la vie. Hein. ah oui, la paternité, la maternité, le Covid. Donc voilà, bon alors, je le mentionne comme ça, mais bon en fait on attend toujours le dévoilement de la programmation. Oui, parce que est-ce que ça va être fifou ou pas? Parce que les dernières éditions n'ont pas été non plus très bonnes. Même s'il y a toujours quelques surprises, mais Oui, bon, voilà. les... Non, peut-être un petit pari, le dernier Richard Bates, Ah, qui est passé à Fantasia, d'accord. King Knight. Alors Knight chevalier, hein, pas... Oui, ah oui. Donc voilà, moi je parierais bien sur celui-là. Après tout, c'est vrai que Richard Bates, il a déjà eu le droit à l'honneur de quelques projections à l'étrange. Ouais, donc bah, je sais pas. Après, moi je suis un rêveur, je suis un utopiste. J'espère le Mad God de Phil Tippett. Je suis un rêveur, je le sais. Et sinon, pourquoi pas le Intermezzo de Keshish. La suite? Attends, ça serait quoi? C'est Canto Duo? Oui, c'est ça. Ah, le Canto Duo? Canto Duo Intermezzo. Donc ça pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, est-ce qu'on est prêt à 3 heures de cul? Je ne sais pas. Ah, bah, d'ailleurs, Keshish, peut-être un prochain sujet de podcast. Peut-être. Ça peut être intéressant de se plonger dans. Ou alors, soit c'est ça, soit on fait Marc Dorcel. On ne sait pas. Mais pourquoi pas? Hop, Une petite dernière. Alors, petite dernière. Bah, c'est Jodie Whittaker et Chris Chibnall, l'actuel docteur de Doctor Who et le Ah. showrunner, qui ont annoncé leur départ en 2022. Voilà, donc ça nous laisse le temps un peu de voir, mais Voilà, donc la saison 6 doit être diffusée à l'automne. La saison 13, Oui. qui sera composée de 6 épisodes fil rouge uniquement. Ouais, et Et un final en 3 parties avec 3 épisodes spéciaux à l'automne 2022. voilà, donc on attend de voir et on pense que ça pourra être très 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 bien. Bon, accessoirement, que Chibnall parte, oui. Oui, bon, moi j'avais rien contre lui. Hein. J'avais rien contre lui, mais il y a des vrais problèmes d'écriture sur certains épisodes. Ouais, Les résolutions à la va-vite en 15 secondes. Oui, mais après, elles ont gâché de bons épisodes. Ils ont gâché de bons épisodes, mais après, normalement, c'est des poules de scénaristes. Hein, donc, est-ce qu'il est le seul normalement, il est le maître à bord. Mais bon. Je pars du principe que, comment dire, c'est lui qui a le dernier mot et que, comment dire, avec le départ d'un showrunner, il y a aussi une partie de l'équipe, je pense, derrière qui se renouvelle. Alors, est-ce que. D'ailleurs, c'est le phénomène Marion Cotillard. J'adore. Est-ce que c'est Marion Cotillard qui joue mal ou est-ce Christopher Nolan qui laisse ses acteurs jouer comme des patates? Alors ça, c'est un peu un débat comme l'œuf ou la poule. Hein. Voilà. Donc, pourquoi pas, Chibnall part, pourquoi pas. Voilà, non, mais rien contre le bonhomme, des bonnes choses, quand même. Alors après, attention, c'est pas fini malgré tout. Il peut quand même encore cartonner une saison. Il y a encore 9 épisodes, dont 3 longs. Rappelons-nous que la saison 8 était quand même assez calamiteuse et que derrière, ils nous ont sorti une saison 9 excellente et une saison 10 de plutôt bonne facture. Ouais, donc moi j'ai envie de croire aux gens. Je veux croire aux gens. Voilà, soyons optimistes et utopistes, et comme je l'ai dit à un moment déjà dans ce podcast, soyons optimistes. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres news? Pas de mon côté. Pas de mon côté. Après, bon, en ce moment, les news, c'est plutôt les sorties parce qu'il se passe pas grand-chose, quoi. On n'a pas suivi non plus. Mais... Après, il y a cette histoire de passe sanitaire, mais on va pas vous rabâcher les oreilles avec. Hein. Sachez que, alors je ne sais pas, je vais parler pour moi. En tout cas, vaccinez-vous. Voilà. c'est plus simple. Mais là, on sort un peu du sujet cinéma. Même si certaines salles ont limité leur jauge à 49 personnes pour pouvoir justement ne pas avoir de passe sanitaire. Les autres, il faut un pass. Oui.
Voilà, donc alors sachez aussi que pour l'UGC, c'est pas plus masque. Voilà. Pendant toute la durée de la séance. Voilà, donc je pense qu'on a tout pour les news. Oui. Alors, Jérémy, qu'as-tu vu en ces derniers temps en salle? Enfin, ces 6 derniers mois. Pas mal de choses, enfin, surtout ces dernières semaines, à vrai dire. Oui, je pense qu'on va se restreindre au dernier film que nous ayons vu en Oui. salle. Bah, on parlait de Black Widow, on peut peut-être commencer par Black Widow. Alors, Black Widow. Black Widow, Je sais que tu l'as vu aussi, du coup. oui, j'ai senti que tu n'avais pas aimé. Bah, moi, il y a un truc qui m'a gêné, en fait. C'est que, bon, j'ai pas d'affection particulière pour le personnage de Black Widow. Mais je trouve qu'en fait, ce film est un foutage de gueule et qu'ils se sont vraiment foutus de la gueule de Scarlett Johansson. Je m'explique. Donc, bon, on reviendra pas sur le fait que tous les personnages ont eu leur stand-alone déjà depuis le début, Sauf Scarlett. sauf Scarlett, que ça fait très longtemps qu'elle le demande. Et qu'elle le mérite, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des histoires de Black Widow qui sont très très bonnes en comics. Et là, en fait, bah, là où tous les autres ont un peu leur moment de gloire dans leur film, etc., c'est peut-être le seul film stand-alone qui n'est absolument pas un film stand-alone. Elle n'est jamais seule dans l'action ou à Ouais. l'écran. Elle n'a jamais d'action, entre guillemets, solo, ou quand elle en a, c'est vraiment la base du film, quoi. C'est que dalle. Et en fait, bah, c'est surtout un film en fait pour lancer Florence Pugh. Et qui est très très bonne. Et qui, d'ailleurs, ça a été une des mes premières réactions à la fin du film. Florence Pugh éclate Scarlett Johansson dans tous les plans où elle est. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une actrice qui est quand même beaucoup plus carrée que Scarlett Johansson et qui est meilleure. Moi, j'en attends beaucoup d'elle et vraiment. Donc c'est peut-être un dommage que pour Scarlett Johansson et pour Black Widow, mais en tout cas pour le reste du film, non, il y a des bonnes choses. Après, tu parles d'un bon stand-alone. Après, effectivement, le fait que l'histoire se passe en plus chronologiquement, l'histoire se passe entre le Avenger Civil War et le premier Avenger pas Endgame, mais celui d'avant Oui, comment Infinity War. Infinity War. Donc clairement, le fait de le sortir maintenant, c'est un foutage de gueule. Le fait de le sortir en plus en période de pandémie, à la va-vite, double foutage de gueule, mais ça c'était pas fait exprès à mon avis. Voilà, mais il y a aussi la manière dont tout le film a été écrit en fait, où clairement, j'ai envie de dire, le sujet c'est presque pas Black Widow au final. Ouais, mais moi ça me gêne pas. Non, mais c'est pour, Ça me gêne c'est pour ça que je dis qu'elle devrait même pas porter plainte sur le mode de diffusion, elle devrait porter plainte sur le film parce que j'ai envie de dire, elle s'est fait entuber. Elle s'est fait entuber, c'est vraiment en mode, bon, de toute façon elle a crevé donc elle va pas avoir des 2, des 3, des 4, des suites. Mm. Allez, c'est bon, on lui donne son os à ronger et puis voilà quoi. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, elle est à peine l'héroïne de son propre film, quoi. Ouais. Et Mm. elle a toujours quelqu'un dans les pattes. Mais nonobstant ça, j'adore ce terme. Nonobstant ça, le film est quand même. Il y a des putains de moments très intéressants et surtout très noirs pour un film Marvel, pour un film Marvel Disney. Par exemple, la séquence de début ou la séparation des deux sœurs, qui est. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai 2 enfants, que j'ai 2 filles et que je me suis un peu attaché? Peut-être, peut-être. Mais la séparation des deux sœurs est incroyablement noire pour un film Disney Marvel. Alors, je pense qu'il y a de ça parce que moi, personnellement, ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Ah ben moi ça m'a touché. Mais bon, hein, moi, je suis une petite chose et de petite nature. Non, après, parce que ça reste du Marvel classique, tout est bien cadré, bien cadenassé, va bien dans le bon sens. Ben, en plus avec le mouvement MeToo, parce que là clairement tous les hommes passent pour des blaireaux. D'ailleurs tous les hommes soit sont des méchants, soit des blaireaux. Le seul qui s'en sort un peu, il est totalement niais et naïf, c'est le fournisseur d'armes de... je sais plus comment il s'appelle, mais Bah, à mon j'ai avis... vu, À mon avis, le personnage devait pas être très intéressant, enfin, il n'est pas très intéressant, mais c'est le seul qui a un rôle un peu positif, même si on creuse, à mon avis, il est pas tout blanc, voilà, surtout qu'il est métissé, voilà. Non, mais effectivement, il y a aussi d'autres. Moi, j'aurais pas attaqué sur la structure narrative, j'aurais attaqué sur justement ce mouvement woke qui est très très présent dans le film et qui montre que. Je sais... Non, t'es pas d'accord? Alors, en fait, comment dire Non, t'es Là, pas. si je suis d'accord, simplement, l'utilisation du mouvement woke dans ce film, pour le coup, n'est pas liée à une quelconque
conviction ou quoi au caisse. Ah non, 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 c'est pour faire de l'argent. Voilà, on en reparlera tout à l'heure sur les questions de genre avec Titan. Ah, Là où c'est vraiment c'est propre à l'ADN du récit et du film. oui, mais là, le truc, c'est qu'avec Titan, on peut pas le mettre de côté. Enfin, c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on sent vraiment que c'est ah bah tiens, c'est la mode, bah on va faire comme ça parce que c'est le truc et puis boum quoi. Bah, c'est pour faire des sous. Après, honnêtement, quand on va voir un Disney ou un Marvel, on sait très bien qu'on va avoir une machine à fric. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme toutes les personnes qui gueulent contre les films de Michael Bay. Quand tu vas voir un film de Michael Bay, tu sais très bien ce que tu vas voir. Moi, alors, je sais que tu l'as vu Fast and Furious 9. Moi, je l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas vu. On a fait un super podcast. Si vous ne l'avez pas entendu, allez-y. Fast and Furious 9. Si jamais, j'ai l'intention d'aller le voir à un moment. Quand je vais aller le voir, je sais très bien à quoi je vais m'attendre. C'est ça. Je vais pas m'attendre à du Bergman. Hein. Alors justement, Fast and Furious 9. Ah bah tu vas en parler. Vas-y. Alors rapidement, comme tu l'as pas vu, Allez. simplement pour dire que on voit bien que effectivement Fast and Furious ça n'a jamais été lié à la qualité du jeu d'acteur, puisque le meilleur acteur du film c'est tout simplement John Cena. Ah merde. Voilà, c'est celui qui a la palette de jeu la plus élevée de tout le film. Ah. Non, voilà, tout ça pour dire que bon, effectivement, c'est dans la droite lignée des Fast and Furious, toujours plus loin, toujours plus débile, toujours plus con. Ah, pourquoi pas. Voilà, bon, je vais pas te spoiler, mais cette fois-ci, ils vont être perchés vraiment en hauteur. Ah bah de toute façon, il y a déjà des plans qui circulent sur le net avec une voiture dans l'espace. Hein, donc, Bon, voilà. Voilà, il y a la séquence d'intro, pareil, enfin voilà, c'est des camions qui, genre, ils font faire des loopings à des camions cette fois. Ah Enfin, bah et pourquoi pas. les voitures sautent et se font rattraper par des avions de chasse. Non, mais c'est un hommage très cinéphile à Rémi Julien. Tu ne le vois pas, toi. Et voilà, donc bon, l'histoire, évidemment, comme d'hab, cousu de fil blanc. Et puis, bah, effectivement, c'est John Cena qui a la palette de jeu la plus élevée. Roman devient vraiment énervant, il ne sert vraiment à rien. Ses vannes commencent à tomber à plat, sérieusement. Roman, oui. Bah, le blagueur. Ah oui, ok. Tu sais, moi c'est comme les films de Michael Bay. Moi, un mois après, je les oublie. Hein, donc toute une saga. Voilà, là, en même temps, c'est normal. Un mois avant, tu l'as pas vu. Bah oui, c'est vrai. Bon. Donc voilà, bon, c'est dans la droite lignée de ce à quoi on peut s'attendre de Fast and Furious, quoi. D'accord, bon donc j'irai quand même le voir parce que bon, ça reste quand même du blockbuster à la con, mais bon, c'est cerveau au vestiaire. Cerveau au vestiaire. Toujours. Alors donc, si on parlait maintenant, on change totalement de registre en parlant de Titan ou de Suicide Squad. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on l'a déjà évoqué, Titan. Je propose qu'on garde Titan peut-être pour Ah, la fin. tu veux? D'accord. Parce qu'on peut enchaîner en fait. Ah. Avec le sujet du jour. Avec le sujet. Ah oui. Ah, si tu veux comme ça. Ben, sinon, t'avais la nuit pour enchaîner. Non, je l'ai pas vu. Et oui, il est sorti. Ah. Il est sorti. Alors, confidentiel. Hein. Ah oui, comme beaucoup trop de films français de genre. Alors, donc Suicide Squad, alors, tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. C'est 10 fois mieux que le premier film The Suicide Squad. En même temps, était-ce dur? Alors, tu l'as vu ou pas? Le nouveau, non. Ah, ouais. Alors moi je te le conseille de toute manière. James Gunn a fait exactement ce qu'il avait fait pour les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire qu'il a pris son univers, il a mis sa sauce, c'est-à-dire des idées de cadrage de ouf, avec plein de petites idées visuelles qui est vachement intéressant, avec une bande son. La bande son est aussi très intéressante à noter. Donc il a fait ce qu'il a fait pour Marvel en fait, mais dans The Suicide Squad avec des personnages plus connus. Alors sinon bon, après ça reste un film de super-héros, enfin super méchant plutôt, oui. avec un. Les méchants sont-ils vraiment méchants cette fois ou c'est toujours comme dans. Non, les méchants comme dans le premier, ils considèrent que casser une vitrine ça fait de trop des badass. Alors non, les méchants sont pas vraiment. Enfin, la Suicide Squad ne sont pas vraiment des méchants. Faut pas non plus déconner non plus. Hein. On est sur un DC blockbuster, même si il y a des instants de violence extrême. Où c'est parfois gore d'ailleurs. Hein. Il y a toute une séquence. Alors c'est au début du film, une séquence dans une espèce de camp de guerrilleros où
ils se font tous flinguer un par un dans une espèce de concours de beats entre John Cena d'ailleurs qui joue un rôle et Idris Elba. Dans un beau concours de beats pour savoir qui c'est qui ferait des morts les plus horribles et le sang gicle. Ce qui est assez intéressant. Non. Après, il y a aussi les méchants sont vraiment méchants. Par exemple, il y a un personnage qu'on rencontre tout au début et qui a pas vraiment d'impact sur l'histoire, mais c'est une loutre. Mhm. Est-ce que tu en as entendu parler de cette loutre ? Non. C'est une loutre qui va entrer dans la Suicide Squad pour pas très longtemps. Ça donne un indice, et qui bouffe des enfants en fait. Voilà. C'est une vraie loutre, une loutre à taille humaine. Et j'ai trouvé ça magnifique de laisser ça dans un blockbuster. Donc pour moi, c'est vraiment un film à voir qui est subversif. Autant faire se peut, hein. On n'est pas non plus dans un truc. Mais bon, ça retourne pas mal l'image de DC et c'est 10 fois mieux que le Justice League original avec Mais c'est quoi l'original? le Suicide Squad original, oui. Alors, il y a un truc moi j'ai pas compris. Est-ce qu'il Ouais. remplace l'ancien Suicide Squad? Est-ce que c'est une nouvelle mission? C'est une nouvelle mission, c'est une suite. Oui, parce qu'il y a un truc qui était pas clair avec ces remplacements d'acteurs où ils en virent certains, il y en a d'autres qui remplissent dans le rôle. Enfin, c'était un peu. Alors, c'est pas clair et à mon avis, c'est fait exprès. Parce que, alors, c'est à mon avis ce qu'ils appellent un soft reboot. C'est-à-dire le principe de recommencer, mais bon, dans la continuité, il n'y a pas de souci. On peut dire que c'est une suite aussi. Parce que bon, je veux dire, on peut se débarrasser de Will Smith, ok, mais dans ce cas, pourquoi garder Jay Courtney, quoi? Alors, C'est juste une petite vanne. ouais. J'ai toujours pas vu le film, donc. Voilà. Tu découvriras dans la première séquence. Donc, mais clairement, pour moi, c'est un bon blockbuster qui fait chaud au cœur et qui ravive un petit peu d'ici après le nombre de daubes infâmes qu'ils ont faites. Est-ce que tu as vu le Wonder Woman 84? Non. Ah, pas. On va éviter. As-tu vu Army of the Dead? J'ai vu Army of the Dead, le Zack Snyder direct Oui. sur Netflix. Alors par contre, je vais te laisser en parler un peu plus. Ok. Army of the Dead, donc, essaye de c'est meubler. La suite naturellement de Dawn of the Dead par Zack Snyder, sorti sur Netflix au mois de mai. Et que dire en fait, Zack Snyder qui a fait un peu son retour en force avec sa version du Justice League qui a été enfin sorti, qui est enfin sorti. Et donc suite à ça, on enchaîne avec donc Army of the Dead. Alors je te coupe. Une suite de Dawn of the Dead? Oui. Ah, moi je l'ai pas vu comme ça. Moi je l'ai vu vraiment comme un film totalement à part. Parce que ce serait parce que dans le Army of the Dead, clairement, la propagation a été évitée et a été concentrée sur Las Vegas. Alors que dans Army of the Dead, c'est réellement propagé. Ah, moi j'aurais vu ça différemment. Comme tu veux. Attends, non, dans Army of the Dead, justement, le virus Se propage uniquement à Las Vegas. Oui. Et dans le Dawn of the Dead, l'Armée des Morts, qui est le remake de Zombie, oui. C'est toute la Terre qui est envahie. Oui, mais alors est-ce que c'est une suite? Alors non, pour moi, c'est pas du tout une suite. Juste dans la saga. Même pas, c'est une autre truc à vous Dead. Bon. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très con. Ah oui. Comment dire, alors, on va passer sur le pourquoi du comment tout ça se redéclenche. Oui, mais enfin bon, quand tu donnes le premier rôle à Dave Bautista, voilà. Tu t'attends à du Shakespeare. Non, mais bon, il y a déjà la première. Enfin, comment on en vient justement à cette propagation? Oui. Comment on en vient à cette propagation? Et. Ouais. Donc comment on en vient à cette propagation qui est de zombies? C'est complètement con. Ensuite, on a Enfin, effectivement, l'instru se passe dans Las Vegas. Enfin, le truc est censé être infesté de morts. Ils se baladent un peu comme ils veulent. C'est surtout que c'est un film de couloir. C'est ça, c'est un film de couloir. C'est assez chiant. Honnêtement, ça pourrait se passer ailleurs qu'à Las Vegas. Ce serait pareil. Dans n'importe quelle petite ville. Un petit détroit, tiens. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a aucune exploitation du fait que ce soit Las Vegas.
spécifiquement, à part que ah bah si, il passe dans des casinos quoi. Et encore, je crois que c'est dans la. T'as une séquence dans le film, et sinon c'est que dans le générique que ça se voit que c'est Las Vegas. C'est ça. C'est que dans le générique du début. Bah si, à part le fait qu'il y a un coffre à Las Vegas. Ouais, mais je veux dire. Il peut y en avoir partout. Il n'y a aucune exploitation du fait que c'est Las Vegas. Je veux dire. Ouais, enfin bon. Ils n'utilisent pas leur décor. Ils n'utilisent pas leur décor. Bon, il y a l'histoire du roi et de la reine. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Alors, je peux pas dire que c'est bon. Je peux pas dire que c'est bon. Mais j'ai trouvé ça intéressant, l'idée qu'il y a le roi et la reine, qu'en plus la reine a un bébé. Donc il y a des apports intéressants à la mythologie du zombie qui auraient mérité d'être un peu mieux exploités. Voilà. Après, les motivations des personnages sont cons. Les motivations des personnages sont cons, sauf pour les zombies. Voilà. En fait, les zombies sont mieux écrits que les personnages. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a l'histoire du bébé qui fait qu'effectivement, ils deviennent une forme de nouvelle société. Et c'est très intéressant parce que le roi zombie cherche à venger sa reine. Et c'est pour ça que, enfin, pour moi, ils sont mieux écrits que certains personnages humains. C'est plus intéressant, mais au moins on comprend leur objectif. Alors que les humains, c'est juste pour faire du fric. Bon, qu'as-tu vu d'autre, Mathieu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Onoda. 10 minutes dans la jungle, qui est d'après une histoire vraie du sergent Onoda donc c'est un militaire japonais qui a rendu les armes, qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et qui a rendu les armes aux alentours des années 70, 74, 75, c'est-à-dire plus de 30 ans, quasiment 30 ans après la fin de la guerre, mais il était pas au courant, et dès que des gens tentaient de lui dire, non, c'était un piège. Donc voilà, donc il est resté 30 ans, donc tout d'abord avec quelques alliés, puis tout seul, puis bien une bonne quinzaine d'années tout seul, à survivre dans la jungle. Donc c'est un film très intimiste, très intéressant, montrant surtout certains soldats qui étaient un peu passés sous silence, surtout dans les productions américaines, pour dire qu'il y avait beaucoup de soldats qui n'étaient pas des kamikazes. Alors, on imagine les Japonais comme étant tous des kamikazes, alors que non, Onoda, justement, son principe, c'est survivre. De toute manière, donc c'est... Alors, que dire de plus ? Donc, c'est d'après une histoire vraie. Et effectivement, le Japon a essaimé, parce que ce n'a pas été le seul japonais à rendre les armes bien après la guerre. Alors, l'histoire a été vendue comme étant le dernier japonais à avoir rendu les armes pour la Seconde Guerre mondiale. C'est à la fois faux et vrai. C'est-à-dire que, alors, un petit cours d'histoire, historiquement, c'est le dernier japonais de souche, mais il y a eu un Philippin de l'armée japonaise qui a été retrouvé quelques mois après encore. Donc mais c'est très intéressant, ça montre que l'armée japonaise a aussi entraîné des soldats à faire des guerrilleros, des guérillas dans la jungle, plutôt que des actions courtes et offensives pour emmerder l'occupant, en espérant faire tomber comme ça des îles. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça très très beau, même si la durée du film est de 2h40. On les voit parfois un peu passer. Le filmage est très intéressant. On a surtout que c'est une coproduction française, Cocorico, tournée en japonais par un réalisateur qui visiblement ne parlait pas le japonais. Voilà. Doublement intéressant. Non, mais j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur les acteurs de ce film, dont je n'ai malheureusement pas retenu les noms. Alors, oui, c'est du japonais. Je m'excuse humblement. Non, je le conseille à tous, mais effectivement, là, on sort totalement du blockbuster auquel on parlait tout à l'heure. Autre salle, autre ambiance, Mystère à Saint-Tropez. Je ne l'ai pas vu celui-là, vas-y. Voilà, la comédie Bropi française. Voilà, que dire, c'est du Christian Clavier, c'est coproduit, c'est produit par Christian Clavier, c'est Ouille Productions, avec un petit jacouille dans le logo. Oh mon Dieu. Non, oh mon Dieu. Donc voilà, c'est l'histoire de l'inspecteur Boulin qui va à Saint-Tropez enquêter dans une famille riche qui a reçu des menaces de mort. La femme de la famille a reçu des menaces de mort, et alors qu'ils reçoivent tous leurs amis de la jet set. Et donc voilà, il doit trouver qui c'est, et donc évidemment c'est un détective gaffeur complètement incompétent,
qui doit intégrer la maison en tant que majordome pour pas éveiller les soupçons, etc. Ouais. Bon, voilà, c'est, comment dire, il n'y a aucune imagination. Alors moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des blagues racistes? Non, Ah merde, c'est vraiment un Christian Clavier? c'est vraiment un Christian Ah merde, Clavier. s'il n'y a pas de blagues racistes, je vais être déçu. En même temps, il n'y a pas de gens de couleur dans le film. Hein. Ah d'accord, oui, Ah, bah il y a ça. Benoît Poulvord, il est belge, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Ah, par contre, ça va pas nous donner de l'eau à notre boulin. Merci. Ah, elle était belle. Voilà. Elle était belle. Elle était nulle. Vas-y. Alors, qu'a-t-on vu d'autre? Bah, est-ce que, bah, je pense qu'on va peut-être parler de. Ouais. On va peut-être aller sur Titan. Hein, Voilà. voilà. Alors, Titan, qui n'est pas un. Alors, moi, j'étais très déçu parce que j'attendais de voir l'âne arriver dans le film et Et en fait, pas du tout. pas du Attends, hop. Alors, tu l'as mérité. Voilà. Donc, tout. Titan, deuxième long métrage de Julia Ducournau, après Grave. que j'avais personnellement adoré, grave, hein, qui est pour moi dans le top 10 des meilleurs films fantastiques français. Ça, entre Le Loup-garou de Paris et... non, je déconne, pas taper, pas Et taper. l'auberge rouge avec Christian Clavier. Pas taper. Non, non. Alors, Titan est vraiment un beau film qui mérite sa palme d'or, même si j'ai préféré Grave. Mhm. Effectivement, on parlait un petit peu dans Black Widow de la culture woke et du phénomène de transgenre et de transidentité. Là, clairement, c'est dans l'ADN du film. Alors après, c'est un peu compliqué d'en parler sans déflorer un peu le sujet, parce que là, ce phénomène de transidentité arrive à peu près à une demi-heure de film, une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. Donc, est-ce que c'est encore du spoiler? Je ne sais pas. Parce qu'en plus, parce qu'en plus, là, dans ce film, il y a à peu près trois moments charnières qui font basculer le film dans vraiment des genres totalement différents. Alors, on commence un peu sur un film limite un peu slasher, serial killer, quoi. Oui, avec une petite dose de Cronenberg. Oui. Une toute petite, hein. Oh, ça se voit pas. Puis après, elle revient à la fin. Un peu de Cronenberg. On commence sur du Cronenberg, enfin les influences de Cronenberg Carpenter. Ouais. Pour ensuite aller vers quelque chose d'un peu plus posé. Ouais, drame français sur l'identité et sur pour revenir après alors dans la toute fin à du Cronenberg pure souche, éloge du corps et métamorphose. Transhumanité en fait. Oui, dans le thème Titane. Et non, enfin voilà, effectivement. Après, moi j'avais bien aimé Grave. Effectivement. Adoré. Dès Grave, on voyait que clairement Julia Ducournau, elle sait tenir sa caméra, c'est pas du chant contre chant, c'est voilà, elle essaye des trucs. Et donc là, ça se retrouve pleinement. Ça fait du bien d'avoir un peu des personnages où on sait pas comment se situer par rapport à eux. Oui. Voilà, ils sont tous ambivalents. Je veux dire, même les personnages qui sont censés être vertueux, en fait, sont un peu glauques. La personnage principale. C'est une série killeuse. Voilà, puis en même temps. En même temps, elle a des circonstances atténuantes. Voilà. Donc tout ça fait que voilà, c'est effectivement c'est pas un film pour spectateurs de TF1 quoi. Je veux dire, tous les repères sont un peu brouillés parce que effectivement il y a plus de bien, il y a plus de mal quoi. Il y a plus de comment dire. En fait, il y a de. Alors là, j'ai envie de parler de Vincent Ladon, mais le problème c'est que ça arrive vraiment à la fin du film. Vincent Lindon, on le voit quand même toute la deuxième moitié. Ouais. Ça fait partie du générique, enfin des génériques, des résumés du film que Vincent Lindon accueille une personne qui est censée être son fils mais qui ne l'est pas. Oui, mais très vite, la barrière devient floue parce qu'on s'aperçoit que il est peut-être pas aussi dupe qu'on le pense. Enfin, il y a une forme d'acceptation du fait que finalement il le sait peut-être bien avant que. Voilà, mais il est juste complètement il espère. Voilà, il est dans son délire en fait. Il a basculé dans une espèce de folie, comment dire. Folie douce. Enfin, il est à moitié camé. Enfin, à moitié camé. Non, oui, si, il est à moitié camé. Il prend des hormones. En fait. Ouais, c'est camé parce qu'ils se sont obligés de prendre pour pouvoir être ce qu'il espérait être. En fait, c'est quasiment, c'est tout le sujet du film. Les pompiers en fait. Donc il y a le contraste avec cet univers très viril des casernes de pompiers.
Et cette femme qui Voilà. devient un homme chétif. Mm. Après, ils ont tous des lueurs d'espoir, tous sont des gens. Bah, par exemple, Vincent Lindon, j'en reviens à Vincent Lindon, qui est pour moi magique dans ce film, Mm. qui se donne vraiment. C'est peut-être l'une de ses meilleures interprétations. Euh, c'est pour ça que la Palme d'Or est parfaitement méritée. Il y a pas de doute là-dessus. Et puis tous ceux qui disent que ah là là c'est gore, ah là c'est gore. Oui, il y a des séquences gore. Oui, c'est vrai. Mais elles sont pas amenées pour rien. Chacune a sa raison d'être. Et même s'il y a de la violence, bah, la vie est violente, que voulez-vous? Oui, puis il y a aussi des films violents qui sont de très bons films, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà, donc on parlait de Suicide Squad. Suicide Squad, il y a du sang qui gicle aussi. Et ça marque moins Non, apparemment. mais on en revient justement à une déclaration dans le documentaire Viande d'origine française, Ah, qui parlait du genre du cinéma de genre en France, où quand c'est du cinéma étranger, on accepte la violence, mais subitement, quand c'est du cinéma français, il faut que ce soit clean. C'était le alors constat qui était fait à l'époque. oui, et le constat n'a pas tellement changé, même si la définition de clean Mm. a changé, parce qu'il y a certaines violences qu'on accepte beaucoup plus. Alors, Euh, on parle de violence graphique en ouais, fait. ouais, ouais, Graphique et physique, pas ouais. forcément. Parce que dans le cinéma français, on accepte beaucoup plus des violences sexuelles que des violences graphiques. Regardez le nombre de films sur le viol en France, il y en a énormément par rapport aux films graphiques. Alors, accepter, pas dans le sens positif, hein, Oui, à accepter. dans le sens où il y a des sujets, Oui, voilà, où c'est interprété dans un film. oui, non. Ben, surtout que c'est validé par CNC, etc. Moi, c'est ça ma norme. Est-ce que c'est parce que le public, bon, le public va plus en salle. Et donc, pour faire ce parallèle avec Viande d'origine française, qui va Ah. après nous amener sur notre sujet du jour, Ah bah oui. c'est que dans Viande d'origine française, donc, qui est un documentaire sorti en 2009, qui parlait du cinéma de France en genre et d'un constat assez déplorable, en tout cas vu de l'intérieur, parce que vu de l'extérieur, les autres pays disaient qu'on avait une nouvelle vague en France de cinéastes d'horreur. Oui, enfin bon, cette nouvelle vague, il y a pas mal de conneries dedans, hein. Et comment dire, moi, quand j'ai revu en fait ce documentaire pour préparer l'émission, Hmm. moi, ce qui m'a frappé, c'est le propos de Pascal Logier, quand il parle de Morse, Ah, où il dit que le meilleur film d'horreur qu'il avait vu à l'époque était un film réalisé par quelqu'un qui en avait strictement rien à foutre de l'horreur. de l'horreur. Et que c'était un réalisateur de comédie et qui n'avait abordé non pas son film comme un film de genre, mais comme un objet film en tant que tel. Et qu'avant tout, il avait traité son sujet et non pas cherché à faire absolument de l'horreur. Et j'ai envie de dire, euh, personnellement, je me dis que Titan peut être un film qui peut faire avancer le cinéma de genre en France avec cette palme d'or. Parce que pour moi, il répond aussi un peu à ce critère-là, dans le sens où Julia Ducournau, même si elle a fait grave, j'ai pas l'impression qu'elle se soit revendiquée en mode moi je fais du ciné de genre, machin. Elle fait son cinéma, point. Elle fait ses objets films et elle les fait en fait en s'en contrebalançant de ce qui, comment dire, des codes établis, des règles. Elle joue avec, elle fait son film avant tout. Et elle n'est pas dans une logique de, comment dire, ah je vais faire un film d'horreur, faut que ce soit comme ça, faut que ce soit comme ça, nan. Tu veux dire que c'est du cinéma d'auteur? Bah, c'est du cinéma de genre et d'auteur, oui. Ouais, donc là maintenant en France, il faut mettre en avant le fait que ce soit un auteur plutôt qu'un genre. C'est pas vraiment ça, en fait, ça me rappelle ce que disait Pascal Logier, tout bêtement, que En fait, qu'il fallait un auteur pour pouvoir vendre quelque chose, même si c'était. Après, que la question n'était pas de faire du genre, mais d'avoir un bon cinéaste qui fasse un bon film, en fait, et qu'il fallait arrêter de se dire, par exemple, enfin, combien de fois justement on peut juger un film de genre en se disant parce que c'est bas du plafond ou ceci ou cela, oui, parce que ou ah, c'est déjà vu ou c'est machin, et qu'au contraire il faut peut-être un peu sortir des codes justement et les utiliser plutôt que d'être coincé dedans. oui, après, c'est charge au spectateur d'avoir sa grille de lecture suivant ce qu'il veut voir dans le film. C'est-à-dire, euh, nous, on commence à avoir pas mal vu de films. Donc, du coup, les codes, on les a. Mais un spectateur qui n'a jamais eu ces codes-là, est-ce que pour lui, c'est vraiment intéressant de sortir des codes?
Je pose la question. Après, de quel code on parle? Parce que Ouais, c'est ça. quand tu vas voir Titan, Il y a plein de codes. je veux dire, oui, mais tu te dis pas à un moment, ah oui, là je reconnais les archétypes du slasher, et là je reconnais les archétypes. Pas du tout. Pas du tout. Après, le problème, c'est qu'il y a des films comme Titan. Est-ce que une personne lambda qui n'est pas au fait des codes du genre peut apprécier le film? De toute façon, c'est la question principale et c'est la question qu'on devrait toujours se poser. Est-ce qu'une personne lambda peut apprécier le film? Et pourquoi pas? Non, mais la question est ouverte. Il y a pas de. Moi, je sais pas. Je peux poser la question parce qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal de références. Il y a pas mal de choses qui peuvent. Il y a pas mal de vocabulaire technique qui sont très intéressants. Je pense notamment à la première. Au premier. Enfin non, je parle même à 2 séquences avec une caméra très volante, très intéressant. La première, c'est l'arrivée dans le showroom de voitures qui est vraiment... là, vraiment, on est sur un vocabulaire très filmique, très beau et très bien mis en place. D'ailleurs, félicitations, hein, c'est magnifique. Et je parle aussi de la deuxième séquence qui est la série de meurtres dans une maison. Là aussi, la chorégraphie est magnifique. Oui, elle est magnifique, la chorégraphie, oui, je suis désolé. Mais c'est parce que ça me fait penser à ce petit passage où justement on pense que c'est une brute sanguinaire, et puis d'un seul coup, il y a un type qui se pointe, genre qui sort de la douche. Et qui fait un câlin. Voilà, il lui fait un câlin. Et genre, alors qu'elle est en train de buter tout le monde, on se dit il va y passer, puis en fait elle le regarde, elle fait... Mais vous êtes combien dans la maison en mode j'en ai un peu marre de tuer tout le monde, quoi, c'est bon, oui, laissez-moi partir, quoi. Parce que c'est vrai. En fait, elle se trouve obligée de tuer pour maquiller le premier meurtre. Donc en fait, elle est obligée de faire un bain de sang alors qu'elle avait à la base pas forcément envie de tuer tout le monde. Surtout que la plupart, ce sont des réactions à un premier meurtre qui est celui d'un personnage horrible. Hein, alors je peux pas dire qu'il mérite sa mort, mais bon, mais bon presque. Un gars un peu toxique, quoi. Voilà. Donc pourquoi pas. Mais clairement, mais voilà, donc il y a quand même un vocabulaire cinématographique qui est très important et qui. Alors c'est pour ça que je sais pas si. Après, il y a 2 questions qui sous-entendent ma question. C'est est-ce que le public lambda va aller voir ce film? Ah, ça c'est autre chose. Et puis est-ce qu'il va pouvoir l'apprécier? Ce à quoi je répondrais par oui et non. Alors, pas une affirmation, mais une tentative de réponse et une autre question ouverte. Ah, mais merde. La première, c'est qu'il y aura l'effet Palme d'Or. Ouais, donc il y aura beaucoup de gens qui vont aller le voir. Voilà, ne serait-ce que moi, alors j'avais prévu d'y aller ce jour, mais j'y suis allé 1 ou 2 jours après l'annonce de la Palme d'Or. Et effectivement, dans la salle, il y avait, je pense, plus de monde que si le film n'avait pas été en compète à Cannes, parce que je pense qu'il y a eu un spotlight, et ils se sont dit, ah tiens, on va aller voir. Ouais. De la même manière que pour Grave, moi je me souviens de la séance qu'on avait faite au PIF, il y avait un certain nombre de gens qui étaient là, non pas parce que c'était des spectateurs de PIF, mais parce que c'était, des gens qui étaient soit parce qu'ils connaissaient un peu la société de production, des machins, des trucs, ou par des espèces de, de degrés de séparation qui se sont retrouvés dans la salle. Et c'est comme ça qu'on a le fameux malaise. Ah oui, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui font des malaises dans la salle parce qu'ils sont pas du tout habitués à voir ce genre de film. Après, ceci dit, alors je suis peut-être insensible, mais il n'y avait pas de quoi faire un malaise non plus. Pour quelqu'un qui a jamais vu de film d'horreur ou de sang, peut-être. Hein. Alors, après, il y a peut-être eu un conditionnement aussi qui fait que, tu sais, quand les gens te disent que oh là, c'est horrible, il y en a qui ont fait des malaises, il y en a qui ont fait des vrais, et au final, il se passe rien, mais il y en a quand même un qui fait un malaise. Ouais, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu de ça? Et donc, pour répondre à ton autre question, c'est est-ce qu'on peut vraiment apprécier le film si on n'a pas les codes? À un moment, j'ai envie de répondre, faut bien commencer quelque part. Oui. Et à un moment, moi, quand je me suis lancé, j'avais pas tous les codes non plus, et jusqu'au jour où il y en a eu un film qui m'a accroché, entre guillemets, et que après, du coup, ça m'a emmené à lire Bad Movies, parce que j'ai vu qu'ils parlaient du film, et qu'ils ils ont commencé à dire qu'il y avait telle référence et telle référence, et que du coup, je suis allé voir tel film. Faut bien commencer quelque part à un moment. Oui, non, mais et le fait qu'un film comme ça, en plus,
bon, clairement, dont la Palme d'Or donnée par Spike Lee et son jury qui cherchait, il avait clairement annoncé un film qui retourne un peu les tripes. Voilà, à un moment, est-ce que ce film n'a pas au contraire ne peut ne pas, en plus en bénéficiant du spotlight de la Palme d'Or, permettre à des gens justement d'accéder à ce cinéma. Peut-être qu'ils vont lire qu'effectivement après il y a du Christine, il y a du Crash, il y a du machin, et que du coup ils vont aller un peu dans Carpenter, ils vont aller dans Cronenberg, Après, c'est tout le mal qu'on souhaite aux gens de découvrir des films. De Carpenter, surtout. Enfin, Carpenter au début de carrière. Oui, enfin, je préfère encore la fin de carrière de Carpenter que la fin de carrière de Cronenberg. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, mais... oui, mais Cronenberg, il peut encore en faire des bons films. Il peut. Carpenter aussi. Non. Oh non, il est grillé. En ce moment, c'est plus Cronenbourg que Cronenberg. Hein. Non, je ne mettrai pas le son de batterie. Là-dessus. Donc... Tout ça nous emmène un peu... en fait, on a déjà, mine de rien, on a effleuré le sujet que nous allons aborder. Parce qu'avant que Julia Ducournau obtienne sa Palme d'Or, il y a eu un petit bataillon de réalisateurs français de cinéma de genre et d'horreur qui ont essayé un peu de paver la voie et de percer un peu de faire exploser un peu le carcan. Voilà, certains ont réussi avec brio, donc c'est en partie les deux réalisateurs auxquels on va parler, d'autres un peu moins bien. Voilà. Mais en tout cas, on peut légitimement s'interroger, est-ce que Julia Ducournau aurait eu, entre guillemets, l'attention qu'elle a eue avec Grave, etc. S'il n'y avait pas eu ces gens-là, on parle de tout un ensemble, parce que bon, après, ceux dont on va parler, ils n'ont pas non plus crevé le plafond de verre. Hein. En fait, ils sont quand même allés aux États-Unis, tourner. Leur nom a été approché à différents projets, dont pas les plus mauvais d'ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que si en tout cas il n'y avait pas eu cette nouvelle vague au début des années, début des années 2010 ou juste avant, peut-être que ça aurait été Julia Ducournau qui serait en train de paver la voie pour d'autres. C'est ça. Donc là, on est en train de faire des circonvolutions pour ne pas dire les noms. Donc cette nouvelle vague, c'est la nouvelle vague de French Horror. Avec donc il y a eu Eric Valette avec Maléfique, il y a eu Alexandre Aja, il y a eu Xavier Jans, Pascal Logier. Voilà. Et nous allons vous parler maintenant du duo Bustillo-Mori. Bustillo-Mori. Alors, pourquoi ces deux-là et pas les autres? Tout simplement parce qu'ils ont une actu ce mois-ci. Ils ont en plus une grosse actu parce qu'il y a deux films qui sont sortis coup sur coup quasiment. Donc un en cinéma, un en VOD. Donc nous sortons, alors juste avant l'enregistrement de ce podcast, on ne vous le cache pas que nous avons vu le film qui est sorti en VOD, parce qu'il est sorti il y a 3 jours, 4 jours. Il y a 3 jours à l'heure où on enregistre ce podcast. Oui, donc nous enregistrons le 1er août, donc c'était jeudi dernier que sorti en VOD. Alors c'est pas leur dernier film parce que leur dernier film est sorti en salle un mois avant. Ça va être le bordel. Ça a à peine commencé que c'est déjà le bordel. Voilà, donc le duo Alexandre Mori et Julien Bustillo. Alors c'est plutôt Alexandre Bustillo. Alexandre Bustillo et Julien Mori. Oui, j'y étais presque. Alexandre Bustillo, donc né en 75, et Julien Mori, né en 78. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avant de se rencontrer, Julien Mori a déjà fait deux courts-métrages, mais est-ce que c'est vrai? Ouais. Voilà, 2 courts-métrages, mais avec le même personnage, avec le même héros, anti-héros, qui est Pedro, qui est un livreur de pizza. Donc Pizza à l'œil. Alors vous pouvez voir d'ailleurs l'un des deux, je crois que c'est le premier Pizza à l'œil qui est disponible sur le DVD à l'intérieur, qui va être son premier film. Et Alexandre Bustillo c'est Alexandre Bustillo, qui était connu aussi pour être un fervent admirateur du cinéma fantastique, parce je crois qu'il a été chez Mad Movies aussi. Bonne question. Il me semble c'est que moi qui ai l'anti-sèche. Ah oui, c'est toi qui as l'anti-sèche. Donc voilà. Donc moi je fais tout de tête. C'est Jérémy qui a l'anti-sèche. C'est pas marqué sur cette anti-sèche. C'est pas marqué sur cette anti-sèche. C'est marqué que Julien Mori, diplômé de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, qui a travaillé pour la télévision française avant de faire des documentaires, vidéoclips et des courts-métrages, et que Bustillo est diplômé de l'Université Paris 13 avec une maîtrise en cinéma, et qu'ils se sont rencontrés par un ami commun. Ah oui, donc... on n'en sait pas plus sur leur parcours, en tout cas dans ce qu'on a trouvé.
en tout cas dans ce qu'on a trouvé. Tu as trouvé. Alors, où est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu n'aurais pas cherché à l'intérieur de l'Internet? Exactement. Alors, voilà. J'en suis ressorti livide. Oh et tout ça est aux yeux des vivants. Est-ce qu'on peut faire après avec les orphelins? Vas-y, essaye. Non. Alors, donc, voilà. Donc, Bustio Mori. Donc, ce sont deux réalisateurs. Alors, hop. Non, tu avais déjà commencé à faire l'emballantissage. Donc, voilà, deux réalisateurs qui donc ont explosé sur le devant de la scène du genre français avec un premier film sorti en 2007 qui s'appelle À l'intérieur. Voilà. Voilà, d'où la blague du début. Vous avez vu, on a pensé à tout dans ce podcast. Ouais. Là, d'ailleurs, vous pouvez retourner au début et ça fait une boucle après. Hop. Ouais. Voilà, tiens, d'ailleurs, monsieur et madame à l'intérieur ont deux fils. Comment les appellent-ils? À l'intérieur d'office? Je ne sais pas, je ne sais Monsieur pas. et madame Terrieur. Alain et Alex. Alain et Alex, voilà. Maintenant, vous pouvez repasser en boucle à partir du début. Oh là 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 là, mais c'est trop. Non, mais on fait un podcastception là. Ah, c'est trop méta. Alors, tac. Alors, moi, je suis toujours à la recherche de ce que j'ai dit pour pas prendre ma valise. Voilà, marqué par des films. Il devient par la suite projectionniste et journaliste du magazine Mad Movies. Voilà. Aussi rédacteur des magazines de musique Velvet et Hard and Envy. Hard and Envy de Heavy, pardon. Alors, donc ça veut dire qu'il écoutait du heavy metal, à mon avis. C'est possible. Et du hard. Et du hard, ok. Donc un homme bien, forcément. Donc à l'intérieur, donc c'est leur premier film, leur première réalisation ensemble. Voilà. Alors il faut savoir qu'effectivement ils bossent ensemble sur tous leurs projets. En tant que la plupart en tant que scénariste aussi. Aussi en tant que scénariste, oui. Donc voilà, donc c'est leur premier film. Alors à l'exception de l'intérieur, je crois qu'à l'intérieur justement c'est juste le scénar d'un seul des deux. Ah bon? Je crois que c'est. Donc ce podcast est interactif, nous découvrons des choses en même temps que vous. C'est vous dire si on l'a préparé. Alors, est-ce que... C'est écrit par Alexandre Bustillo. D'accord, ok, donc écrit par Alexandre Bustillo. Donc... Il est co-réalisé avec Julien Maury. Les deux ensemble, d'ailleurs ils ne vont plus se quitter après. Ils ne vont plus se quitter. Et c'est une belle histoire d'amour qui dure depuis 2007. Même mon couple n'est pas aussi vieux. Voilà, donc à l'intérieur. Donc à l'intérieur, de quoi ça parle? Alors à l'intérieur, c'est l'histoire d'une femme qui enceinte, qui en est presque à son terme et qui se retrouve persécutée chez elle par une autre femme qui essaye de... On le découvre petit à petit pour récupérer le bébé voilà, qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi, comment, c'est l'objet du film. Voilà. Donc, on est sur un film qui est assez gore d'ailleurs, parce que cette vague de French horror dont on parlait au tout début, non, il y a 20 minutes, et quand même, ce sont des films assez hard, assez crus. Comme ils disent justement dans ce fameux documentaire, ils savent pas trop s'ils vont pouvoir faire d'autres films, donc ils mettent un peu tout ce qu'ils ont dans le ventre au moment où ils en font un. D'accord. Alors, au casting, on a quand même Alison Paradis. Béatrice Dalle. Oui. Nicolas Duvauchel, dans un second rôle. Et puis tu l'as signalé tout à l'heure, Tahar Rahim. Dans une apparition éclair avec une moustache. Mais c'est la moustache qui fait tout. Voilà, c'était une de ses premières ou deuxièmes apparitions avant qu'il explose complètement avec un prophète. D'accord. Il apparaît 5 secondes à l'écran. Alors, est-ce que tu peux essayer de... Parce que j'ai un souci avec ton micro. Est-ce que tu peux essayer de parler? Je parle. D'accord, ok. Non, c'est juste que tu es vachement bas. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je vais devoir rehausser ça. Je déteste faire du mixage. C'est pour ça qu'aucun de nos épisodes sont mixés. Un peu comme les films de... Un peu comme les films de... on a des noms. Un peu comme les films de Neil Breen. Tout de suite. Donc ouais, alors le souci, j'ai envie de dire, c'est que en général, les cinéastes, ils mettent 2 ou 3 films avant d'arriver à maturité. Il y a le film de La Promesse. Ensuite, ils enchaînent peut-être un autre film ou 2 films avant de vraiment de déployer et de gagner en maturité. Là, j'ai envie de dire coup d'essai. Et coup de maître. Et ouais. Parce que c'est vraiment bien. En fait, alors je serais peut-être un peu méchant, mais pour moi, c'est leur chef-d'œuvre. C'est ça. c'est vraiment leur chef-d'œuvre parce que c'est vraiment un film qui est à l'os,
qui vraiment, il y a rien à acheter. Ouais, non, mais c'est ça, il n'y a pas de gras, je veux dire. On en parlera plus tard, mais un des défauts qui vont un peu plomber leur prochain film, c'est les scènes d'exposition, de mon point de vue. Non, mais tu as parfaitement raison, c'est une exposition. Bah là, l'exposition, elle est rapide, elle est efficace. On comprend bien un peu où ça... Enfin, voilà, c'est caractérisé très vite, et après, hop, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet, on peut parler des expérimentations sonores. Qui sont magnifiques. Voilà, qui retranscrivent un peu l'état de psychose dans lequel se trouve Béatrice Dalle. Voilà, parce qu'elle est complètement... elle joue un peu... comment dire, au départ, quand elle se présente, elle est un peu genre en mode tueuse froide et sanguinaire, et puis petit à petit, on va dire, on se rend compte qu'en fait, il y a un peu un pet au casque, et donc, voilà, il y a sa psychose un peu qui est illustrée avec les effets sonores, avec des plans un peu d'expérimentation pour illustrer tout ça. On sent vraiment que le film, ça leur vient aux tripes, il a été travaillé, mais... alors, je vais être encore méchant, mais ça sera jamais autant travaillé les suivants. Donc, en fait, ils ont tout donné sur ce film-là, vraiment. Et puis, il y a l'interprétation de Béatrice Dalle. Béatrice Dalle est vraiment flippante dans ce film. Elle le sera jamais. D'ailleurs, on va la retrouver dans plusieurs des films suivants. Dans les 3 suivants, je crois, oui, parce qu'elle fait. Elle apparaît dans Livide et aux yeux des vivants. Si, dans Abysses of Death 2, si, elle apparaît aussi. Elle a une petite dans le court-métrage de Bestiaux et Maury. Oui, on va parler. Nous allons en reparler tout à l'heure. Mais donc oui, Béatrice Dalle effectivement au top, Alison Paradis aussi. Donc non, c'est vraiment le coup. Après, ils sont aidés par justement un script resserré dans un seul lieu. Oui. Quasiment tourné, j'allais dire à l'os, mais quasiment tourné dans l'ordre chronologique, ce qui a dû aider aussi, avec des effets graphiques et gore de plateau, et ça se voit, et ça c'est bien. Non, mais en fait, c'est vraiment on n'a que des bonnes choses à dire sur ce film. Ce sera un peu moins le cas des suivants. Oui. Alors, est-ce qu'on évoque le remake déjà tout de suite pour l'évacuer ? Alors, c'est le film date de 2007. En 2016, il y a eu un remake scénarisé par Romé Balaguerro, un remake tout pourri, changeant une partie des personnages. Par exemple, le pervers, le patron pervers est changé en ami gay habitant la maison d'en face, qui vient surveiller ce qui se passe et demander comment ça va l'enfant. Voilà. La mère est beaucoup... On voit moins la mère, qui ne sert encore moins à grand-chose dans ce film-là. En fait, il y a plein de petites modifications qui enlèvent un peu du mordant à ce qu'était le script original. Donc, c'est des petites modifications qui... Mais pourquoi, en fait ? Surtout si c'est pour nous refaire du quasiment plan par plan certaines séquences du film. C'est un peu gênant. Voilà. Non, puis vraiment, il faut rester sur le film original. Je veux dire, il y a l'éclairage aussi, il y a beaucoup de jeux sur les lumières. Enfin, c'est... mais c'est travaillé. Voilà. En fait... Après, il y a le seul point qui peut faire un peu tiquer, mais ça, on n'ira pas leur reprocher avec les moyens qu'ils ont eu pour faire ce film, c'est le bébé en image de synthèse, quoi. Oui, la séquence du début où on voit le bébé... Et puis les quelques séquences quand il se prend des coups et que le bébé réagit, oui, après, à mon avis, c'est un problème de budget. Hein. Voilà. Après, Gaspard Noé avait plus de budget et dans Into the Void, et son bébé n'était pas plus réussi. Voilà. Du coup, on va peut-être pas taper sur Bestiaux et Maury. Voilà. Non, mais effectivement, alors s'il y a un film à voir ça va être celui-là. Hein. Par contre, effectivement, alors la plupart des films dont nous avons parlé dans ce podcast sont assez violents. On va pas, sauf en fin de carrière. À l'intérieur, était interdit au moins de 16 ans. Ouais, interdit au moins de 16 ans sur. D'ailleurs, ça va être le cas de quasiment tous les autres suivants. Parce que, peut-être pas Livide, je crois qu'il était moins de 12 seulement. Alors, donc nous sommes en 2007, et là, je viens de faire sans le vouloir la transition vers 2011, Livide. Alors, est-ce qu'on parle de viande d'origine française ou pas ?
Oui et non. Enfin, tu as déjà évoqué tout à l'heure. Alors, Viande d'origine française, c'est un documentaire qui a été pour présenter un peu cette nouvelle vague de French horror, dont avec une présence de Bustio et Mori d'ailleurs, Oui. qui ont évoqué ces films. Et d'ailleurs, c'est très drôle de le voir parce que dans ce documentaire, ils évoquent leur prochain film qui est Livide. Et on retrouve quasiment toute la fine fleur de nos réalisateurs français adorés. Comme on l'a dit tout à l'heure, Xavier Jean, Valette, Grette. Jans, Logier. Il y a aussi Yannick Dahan et, Oui. et Frédéric Rocher. Pour la meute, oui. Non, pour la Horde. La Horde. Ah non, la meute, c'est celle avec Yvan Moreau. David Morlaix aussi, qui a disparu de la circulation. Oui, et pourtant son mutant était pas. Voilà, il y avait plein de problèmes, mais il n'était pas si mauvais que ça. Il y avait aussi les réalisateurs des Dents de la Nuit. Oui, oui. J'ai un collègue de classe qui était acteur sur ce film. Mon Dieu. Nilton, si tu m'entends, je pense à toi, Mais tu es au Luxembourg. Je te ferai partager ce podcast. Donc effectivement, 2011 du coup. 2011, donc Livide. Alors un chou plus de budget. Alors un chou plus de budget, mais une première mésaventure. Oui. Il devait tourner à la base en Angleterre et en langue anglaise. Sauf que ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas le contrôle créatif du film. Donc du coup, quitte à tourner pour moins de sous, ils sont revenus en France. Voilà. Et puis ça nous aurait empêché d'avoir Catherine Jacob. Je suis désolé. Alors donc Livide. Alors les acteurs principaux. Chloé Coulou. Chloé Coulou, je sais pas. Coulou qui joue la fille aux yeux verrons. Voilà. Qui est plutôt bonne actrice hein, d'ailleurs, qui fait bien le taf. On a Félix Moati. Oui, voilà, Félix Moati. je ne dirai rien sur lui. Je ne dirai rien. Nous avons donc Catherine Jacob. Oui. Pietragala. Marie-Claude Pietragala. Dans un rôle. Un rôle secondaire, parce que je pense pas que ce soit elle qui fasse la. Je pense pas que ce soit elle qui fasse la morte, effectivement. Mais bon, sa présence est quand même imposante. Et pour moi, c'était une bonne surprise de ce film. Parce que pour reprendre un peu l'histoire de Livide, c'est donc l'histoire de Chloé. Une jeune étudiante infirmière qui fait un stage d'observation avec une tutrice, donc Catherine Jacob, qui l'emmène avec elle en tournée. Ouais. Et qui l'emmène à un moment dans une maison où est une très vieille femme, quasiment centenaire, ancienne danseuse, très stricte mais très réputée, est dans un coma, on va dire, éternel. Ce serait pas Pietragala? Je dis ça. Hein. Voilà, jusqu'au moment où sa tutrice infirmière lui apprend qu'il y aurait un trésor caché dans la maison. Et donc, elle se laisse entraîner par son petit ami, Félix Moati, pour aller cambrioler la maison le soir. Sauf que c'est une mauvaise idée parce qu'elle se rend compte que elle n'est pas forcément dans le coma. La personne n'est pas forcément dans le coma et surtout, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Il y aurait la fille qui serait morte il y a quelques années. Alors, c'est pas vraiment le spectre qui erre, c'est plutôt le corps. On va dire ça comme ça. Parce que c'est un peu compliqué à décider parce que est-ce que la créature est un vampire? On ne sait pas trop. Enfin, il n'y a pas de réponse claire. Est-ce un objet mécanique? On est entre la marionnette, le vampire, Enfin, après, au tout début, ça se nourrit de sang. Voilà, ça c'est clair. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, mais c'est... Après, il faut savoir que Livide... Alors, moi, il y a un truc qui m'a plu dans Livide. Alors, c'est un film imparfait, mais que personnellement, j'apprécie quand même. Parce que, déjà, il cherche à mettre en place un folklore un peu différent. La bonne partie de ces réalisateurs de ciné de genre, quand ils ont commencé à faire leurs films, ils étaient un peu... on était après les émeutes de 2005 aussi, mais donc beaucoup de leurs films sont ancrés dans des contextes de banlieue et d'inégalité sociale, de choses comme ça. Et je crois que c'est un des premiers films de cette vague, parce qu'il y en a certainement eu d'autres ailleurs. Mais qui se sont... Ah non, je dis une connerie, c'est pas un des premiers films, parce que Frontières se passait déjà dans le Nord. Frontières se passait dans le Nord, oui, mais ça se passait... Mais voilà, disons que... Enfin, t'as un contexte social aussi. Hein, Voilà, mais disons que voilà, au lieu d'avoir un film qui prenne un contexte social avec soit des quartiers difficiles ou des dégénérés de la campagne, alors CF Calvaire et Frontières. Tu veux dire les rednecks français? Voilà. Là, en fait, on nous emmène sur la côte bretonne
Et on essaye d'explorer une mythologie un peu différente en fait. Et ça fait un peu du bien, mine de rien. Ça faisait du bien. Et surtout, je pense qu'on peut déflorer la fin. Pour moi, c'est vraiment... Alors, il y a plein de problèmes, surtout du fait que c'est assez mécanique. On voit arriver beaucoup de choses, mais les 10 dernières minutes sont à tomber. Voilà, moi, petit côté irréel, surréaliste. Alors, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Je ne sais pas. Vas-y. En tout cas, je sais pas, il y a que... Ouais... Parce que là, on parle quand même d'un film qui est daté de 2011. Hein, donc, clairement. Alors, je vous le conseille, les 10 dernières minutes, au moment où notre héroïne sort de la maison avec la fille émancipée. Enfin, est-ce qu'elle sort de la maison ou est-ce que... C'est pas exactement ça, en c'est fait. Vrai. Enfin, c'est pas non plus l'héroïne vraiment qui sort ouais, c'est émancipée. Ouais, c'est l'inverse. Il y a eu un switch. Parce que du coup, il y a des filles qui n'ont plus les yeux verrons. Mais c'est ça aussi, en fait. C'est que ne serait-ce que ce truc-là, la manière dont il le montre, c'était un peu traité différemment. Oui. L'histoire des en fait, voilà, pour spoiler un peu, il y a des papillons qui sortent des corps et qui rentrent dans les corps des autres. Et en fait, on comprend qu'elles ont switché. Et que les âmes ont switché. Voilà. Et c'est beau. Et clairement... Il y a une espèce d'esthétique un peu gothique, en fait, sur ce dernier tiers, en fait, à partir du moment où ce qui était un cambriolage de maison tourne ensuite à la chasse aux monstres, en fait. Oui, une chasse aux monstres assez basique. Hein. Enfin, pour moi, c'est un point faible parce que c'est quelque chose qui a déjà été vu, revu et refait. Fait. Mais le fait que ce soit dans un autre contexte. C'est ce qui donne le grain. Et dès que ça sort de la maison à la fin, on revient sur quelque chose d'original qui pour moi m'a fait vraiment adorer ce film. Enfin, c'est pour ça que pour moi, alors il est imparfait, mais il est à voir, quoi, en fait. D'ailleurs, je crois que c'est le premier DVD de Bitu et Mori que j'ai acheté bien avant d'acheter celui de l'intérieur, parce que. Et je crois que celui d'Olivier, je l'avais vu en salle justement. J'avais bien aimé. Je me demande si c'était pas passé à l'Orient Express. À l'époque. Paix à son âme, Laurent Express. J'ai des souvenirs de ce cinéma. C'est sous Bosso de RER. Ah oui, je me souviens d'une séquence du fils de Chucky. Non, changeons de sujet, là, allons nous faire pleurer. Mais oui, enfin même, même si effectivement des artefacts, des artifices qui sont déjà vus, il y a le fait que ça se passe aussi dans l'univers de la danse, comme ça, où c'est un peu... c'est quelque chose qui est différent, qui n'a pas été vu, en tout cas, précédemment. Puis l'utilisation surtout d'un horreur français aussi, parce que l'utilisation de Catherine Jacob, qui ramène ce film vers le cinéma français, qui ramène vers quelque chose de bien de chez nous, on va dire c'est comme ça. Pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant et on devrait en faire plus souvent plutôt que de singer les Américains. Et je reviens justement à cette fois-ci à la déclaration de Yannick Dahan dans Viande d'origine française. Non, enfin, c'était pas dans Viande d'origine française, mais il l'évoque quand même un peu à un moment où ils disent mais on a un folklore et on s'en sert pas. Et je me souviens que dans une des opérations Frisson, Yannick Dahan se met à parler du film Catacombe. Oui. Et il dit, mais, entre guillemets, il dit bordel de merde, quoi. Et j'ai dit, c'est un film qui a été fait par les Américains alors qu'il aurait dû être fait par les Français. Pourquoi les cinéastes français, plutôt de chercher à faire des films comme les Américains, on a les catacombes sous le nez et aucun des réalisateurs n'a été foutu de se dire, ah bah putain, ça ferait un putain de décor de film d'horreur, allons-y. Et donc, je refais un peu ce parallèle, en fait, du coup, Viande d'origine française, en fait, il va infuser un peu tout le podcast. Ouais. Je refais un parallèle donc avec ces passages où justement là on a vraiment un film de genre français qui essaye d'explorer une mythologie propre à lui-même et à son contexte régional, on va dire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, alors je vais faire mon historien du cinéma, je suis désolé tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du cinéma français fantastique elle remonte bien avant. C'est-à-dire dans les années, je pense à la Charrette fantôme. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la Charrette fantôme de Julien Duvivier, qui est un vieux film fantastique français qui utilise le folklore de la Charrette fantôme.
Parce que dans nos campagnes françaises, nous avons aussi nos histoires de fantômes. Ça, c'est Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la charrette fantôme, c'est la dernière personne qui meurt le 31 décembre est censée conduire la charrette qui amène les morts vers l'au-delà. Voilà, donc c'est une histoire des campagnes françaises qui circule et qui a été utilisée très souvent dans le cinéma français. Donc là, je parle de Julien Duvivier, donc c'est les années 40. Oui, c'est vieux. Je fais juste un intermède, je précise qu'effectivement, quand on parle de ces déclarations de Yannick Dahan et d'autres réalisateurs d'origine française, ils ne disent pas que ça n'a jamais existé. C'est que ça n'existe plus. Contemporain, voilà. Ouais, contemporain. Et comme ils disent, il n'y avait plus de cinéma d'action français, mais alors qu'avant, il y avait Belmondo, il y avait du cinéma d'aventure, etc. On parle de choses contemporaines et non pas en mode ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été fait. C'est ça. Mais parce que le truc, c'est qu'il y a eu un renouveau effectivement de la French Horror dans les années 2000. Fin des années 2000. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant la nouvelle vague, il y avait des tombereaux de films fantastiques qui étaient vraiment à tomber, et je pense que la nouvelle vague a fait énormément de mal au cinéma français, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est justement ce qu'ils disent dans ce documentaire, c'est qu'à partir du moment où la nouvelle vague est arrivée, le cinéma français est devenu exclusivement sérieux, arty, auteur... donc... Et voilà, faire des films avec pas de copec et soi-disant des messages et des machins et la fin un peu du cinéma de divertissement, quoi. C'est surtout la fin de l'imaginaire. C'est ça en fait. L'arrivée du 3 pièces cuisine. C'est ça, parce que effectivement, la fin du cinéma de divertissement, c'est faux, parce que la comédie française, elle perdure. Sacrément développée. Elle perdure un peu trop. En gros, c'était soit du film social, soit de la comédie. Et donc Livide, quelque part, il renoue un peu aussi avec ce côté... Avec ce fantastique français qui revient, et ça c'est bien. Et là aussi, question, alors pas de problème social, mais oui, on a des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui sont des acteurs de leur âge aussi, qui ont l'âge de leur personnage. Oui, non, mais... Et sans tomber dans le côté redneck, effectivement, sont dans la misère, sont dans leur propre contexte de misère, et... Voilà pourquoi ils vont cambrioler cette maison, parce que l'autre, donc ça se passe en Bretagne, il n'a pas fait d'études, il en a marre de risquer sa vie sur un bateau de pêche alors que la mer est agitée, etc. Et donc il se dit la thune, on se barre et voilà. Et donc on est pareil, on a ce côté entre guillemets, de justification, on va dire, des actes du déclenchement, mais sans tomber dans le côté les rednecks bouseux ou les machins, quoi. Disons que c'est suffisamment infusé pour qu'il n'y ait pas de... C'est évoqué, puis on passe à autre chose. Voilà. Et après, c'est infusé. Et même le choix de la Bretagne, avec son espèce de grisaille, il fait jamais beau, mais il fait jamais moche non plus. Enfin, tout ça, ça... Il me regarde avec des yeux. Il ne fait jamais moche en Bretagne. Je suis désolé. Mais il fait jamais beau non plus. On appelle ça un mi-temps. Souvent la troisième. Souvent la troisième. Voilà. Non, mais je te rejoins, et c'est vraiment ça fait, ce film-là a fait beaucoup de bien. Même si je ne suis pas sûr que les chiffres ont suivi, les chiffres box-office ont suivi. Pas du tout, mais une fois encore, c'est un film très imparfait, mais qui a ce charme qui fait qu'on s'y attache et on l'apprécie. Je crois que c'est mon deuxième film après L'Intérieur. Mais je crois qu'on va suivre un peu l'ordre, en fait. Alors oui et non, parce que sur la fin, on n'est pas forcément d'accord sur les mêmes sujets. Ensuite, donc en 2011, donc 2011, Livide. On va passer en 2014 avec leur troisième film, Aux yeux des vivants. C'est là où ça se gâte. Donc Aux yeux des vivants. Donc il me semble que c'est d'ailleurs une production Metaluna. C'est une production Metaluna. Je crois même qu'il y avait eu une histoire de crowdfunding ou de machin en mode gagner. Enfin, il avait été très très sponsorisé par. En même temps, avec son producteur, c'est normal. Par Mad Movies. Par Metaluna. Par Jean-Pierre Peters. Enfin, Jean-Pierre Peters est peu de producteur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Peters, c'est le fondateur de Mad Movies. Un type extra. Voilà, Et donc oui, tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment un grand renfort de promo en mode le nouveau film de Bustillo et Mori, venez faire de la figuration, venez faire ceci, gagner cela en contrepartie d'un financement participatif, si je dis pas de conneries. Il y avait vraiment de la figuration dans ce film. Quand tu regardes les images... Et voilà.
Et puis, alors, Et- on l'a pas vu ensemble, mais on l'a vu au même endroit. En salle, on l'a vu. Alors, on l'a vu dans la même salle qui est le Publicis. Oui, Alors c'est là où atterrissent tous les films que personne ne veut. Enfin, voilà. En fait, c'est la salle pour les sorties techniques pour ceux qui ne sont pas de Paris. ouais. Vous avez un film d'horreur, vous savez que ça va pas marcher, mais il faut bien sortir en salle. Il a une projection là-bas, les fans hardcore iront. Mm. Et après, voilà, vous pouvez dire que le film est sorti, et puis après, vous pouvez vous concentrer sur les marchés. autres. Vidéo et DVD. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que c'est une partie de l'horreur français a marché, c'est-à-dire à marché international, enfin sur les marchés internationaux, et pas forcément en France. Et en Alors, DVD. et en DVD. Alors, aux yeux des vivants, Après Catherine Jacob, cette fois, c'est Anne-Marie Vin qui fait la caution cinéma français. oui. Donc il y a une petite apparition aussi De Félix Moiti. de Félix Moiti, une petite apparition aussi de Béatrice Dalle dans la scène du début. Dans la scène du début, oui. Qui joue. Ainsi que Francis Renaud, je crois. Oui, c'est une petite apparition, t'es sûr Francis Renaud, c'est pas une petite apparition. Ouais, c'est pas une petite apparition, non, c'est une grosse apparition. Mais c'est Ouais. au casting. Au casting. Parce que Béatrice Dalle, c'est vraiment une petite apparition. Oups, spoiler, elle vit pas longtemps. Attends. Et voilà, donc. Et 3 acteurs principaux enfants, Oui. dont nous n'avons absolument pas les noms en tête et que je Et- pense pas qu'on les ait revus ensuite. Voilà. D'ailleurs, ça va être le point faible du film auquel on va parler. C'est alors, selon moi, alors je sais pas si on a même la même lecture du film. Alors l'histoire, grosso modo, c'est un homme et son fils déformés se retrouvent à vivre dans une fête foraine. Trois adolescents, adolescents, non même pas, trois enfants sèchent les cours pour débarquent dans cette fête foraine, découvrent les fugitifs, se barrent et ils sont poursuivis. Voilà, fin du pitch. Alors, On parlait justement de la spécificité française de Livide et un peu d'à l'intérieur. bah là on l'a pas. Et, voilà, et là, on sent clairement que c'est entre guillemets, on va copier les Américains. Oui, et le gros problème aussi, c'est que... alors, moi je l'ai vu comme ça. Le problème, c'est qu'en prenant des enfants, ils ont quel âge? Ils ont 14 ans dans le film. Ils ont 14 ans dans le film. Pour un film interdit de moins de 16 ans. Du coup, je pense que c'était prévu comme étant un film plutôt pour gosses. Et qu'ils ont dérapé dans le gore. Et que du coup, le public visé n'a pas pu aller voir le film. C'est comme ça que je le vois. Parce que l'histoire est tellement basique. L'histoire est tellement simple que j'ai vu ça comme un chair de poule beaucoup trop violent. C'est un chair de poule ça aurait pu être un chair de poule. Mais je pense qu'un chair de poule en fait est mieux fait en termes d'ambiance. Parce que moi je l'interprète plutôt comme une forme de. Ils ont voulu faire une sorte d'hommage, peut-être pas Emblem, Alors, mais on est dans ce. Si tu veux, j'ai le coffret chair de poule là. Je l'ai aussi. Tu l'as aussi. Je parle de chair de poule, la série, en me basant sur mes souvenirs de quand ça passait à la télé le matin. Ah merde, parce que moi je les ai revus il y a pas longtemps. Mais à 8 ans, c'était pas terrifiant, mais on était quand même un petit peu sur les nerfs en attendant de savoir ce qui allait se passer. Moi alors, à plus de 30 ans, c'est moins le cas, je te le dis. Mais oui, donc Monzeli, moi je le vois plus comme une sorte en mode on va faire notre film d'horreur Emblem, quoi. Oui. En mode avec des enfants et la magie de l'enfance, machin, mais en fait. En fait, c'est trop violent. Enfin, pour moi, ils ont raté l'emblème, ils ont raté l'imaginaire. Ils ont raté l'imaginaire. Puis alors, moi, j'y vois d'autres problèmes aussi. C'est que, déjà, la scène d'exposition, les dialogues, putain. J'ai sucé les tétés de ta mère. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. On a des dialogues beaucoup trop écrits pour des gamins de 14 ans. Ouais. Ouais, mais pour moi, c'est le point fort. Je me suis bien marré, moi. Non, j'ai trouvé, moi, je me souviens, quand on avait vu les dialogues et les vannes qui se balançaient, c'est n'importe quoi. Bah, c'est des gamins. C'est des gamins. Ouais, non, mais non, puis même, c'est beaucoup trop écrit, quoi. Ah bah, c'est des gamins. Moi, j'ai bien aimé. Moi, cette partie-là, c'est pas cette partie-là qui m'a gêné. Moi, c'est tout le reste. Et après, voilà, il y a le côté où, effectivement, donc là, je crois que ça se passe un peu dans le Nord. Ça se passe dans le Nord. Ouais, enfin, c'est un Nord, mais avec une image très ouest américain, limite. C'est trop jaunâtre. Il y a le côté aussi avec le studio de cinéma déserté. Oui, qui est plus américain que français. Qui s'appelle Blackwood. Ouais, justement, en disant que ça fait américain, il y avait un truc moi où je l'ai réalisé avec Aux yeux des vivants, mais même avec Livide, le personnage de Catherine Jacob s'appelle Madame Wilson,
Oui, ce qui est trop américain. Voilà, et là c'est pareil, ils ont des noms, c'est genre Victor Campbell ou Cambert, mais enfin c'est prononcé de manière un peu bizarre. Il y a un des autres jeunes, son nom c'est Siley. Enfin voilà, il y a ce côté effectivement un peu américain, mais en même temps on est bien dans du terroir franco-français quoi. Ouais, en fait, tout ça fait que c'est compliqué de se mettre dans le film. Mais et voilà, et du coup j'en reviens aussi de toujours se parler avec les Américains. Il y a donc le méchant entre guillemets en fait est un traumatisé de la guerre, Mm. qui a une plaque. Alors ça, est-ce que tous les militaires l'ont peut-être ou est-ce que Alors, mes parents sont militaires, ils n'ont jamais eu ce genre de plaque. Donc, voilà, donc en fait il a la fameuse plaque américaine qui permet d'identifier les corps, voilà. même s'il est bien vivant, mais et donc oui, avec soi-disant une exposition au gaz pendant la guerre, enfin, mais on a l'impression que ça fait écho à une guerre qui en fait n'a pas été vécue par les troupes françaises en fait. En fait, Il y a peut-être eu du gaz en Indochine, oui, oui, oui. mais là c'est beaucoup trop, on est beaucoup trop dans le présent pour se dire c'est un vétéran de l'Indochine quoi. Mais c'est surtout qu'on est face vraiment à des archétypes américains. Mm. Là, clairement. Et donc, du coup, le fait que ça soit tourné en français aussi, à mon avis, ce film-là, il l'aurait fait aux États-Unis, ça aurait peut-être mieux passé. Peut-être. Peut-être. Là, je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment. On sent une faiblesse dans le film, à la fois dans l'écriture, dans le scénario, parce que là je vous ai résumé le film, mais je vous ai résumé tout le film. Non, je vous ai pas dit qu'à la fin, ils se retrouvaient dans la maison et qu'ils s'entretuaient. Mais le truc est là. Euh, ouais, bon. Mais clairement, on est vraiment sur un ventre creux. Alors, est-ce que ça va être le ventre le plus creux de leur Et carrière? voilà, mais j'ai envie de dire, même en termes de mise en scène, il y a quelques belles scènes, quelques beaux effets par moment, mais après, c'est. C'est assez fonctionnel en fait. C'est Voilà. du chant contre chant, ça marche, hein, ça marche, hein, mais bon, est-ce que on est plus sur un esthétique TF1. Mm. Après, moi, les trois gosses et les têtes à claques, j'avais envie de les baffer Ah très oui, vite. ça oui, clairement. Parce que clairement, en plus, il y a un petit rôle de Catherine Fro. Non, c'est Dominique Fro. Dominique Fro. Je les confonds à chaque fois. Dominique Fro en maîtresse, mais tellement rigide que ça en fait vraiment. C'est pas crédible, quoi. Oui, c'est ça. Je veux dire, elle en vient à humilier les élèves, genre ils sont en train de bouffer à table et elle se pointe et elle fait ah, alors toi, comme ça, tes parents ils divorcent et puis toi, ton père il te bat. C'est un peu ça, quoi. Et comment ça, ils sont pas comme ça, les profs en France? Ah non. Voilà, non, alors, si ça intéresse, le film est disponible sur Filmo TV. C'est ce que je. Ouais. Ouais, bon. Mais voilà, enfin, je sais pas, il y a eu tellement de battage autour de ce film pour au final. On a tous été déçus. Je me souviens d'avoir vu. En plus, pour ceux qui connaissent le Publicis, en général, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Quand un film passe au Publicis, soit c'est un truc japonais, soit. Je me souviens d'avoir vu Death Note là-bas. Un et deux. Comme ça, c'est un film indien quand il y a du monde. Oui. Mais bon, voilà. Donc, Donc, ouais, non, c'est après deux films plutôt sympas. La chute. Mm. Bon, après, court-métrage suivant. Tiens, on va passer alors. The Abysses of Death 2. Alors, pour ceux que ça intéresse, les ABC de la mort, c'est une anthologie de courts-métrages. Donc, le principe, c'est 26 réalisateurs sont choisis par un comité. Alors, je crois que c'est le Film Austin. C'est une coproduction américano-néo-zélandaise qui s'occupe de ça, qui choisit 26 réalisateurs donc de par le monde. Et donc, il leur attribue une lettre de l'alphabet. Il leur attribue, et puis faites-nous un film avec un budget très, très serré dessus. Mais genre de 2 minutes, quoi. Ouais. Et donc, Maury et Bustillo ont été présents dans le deuxième volet de ce petit diptyque, parce qu'on va pas compter, parce qu'il y en a eu 2,5. Oui, il y en a eu 2,5. Véridique. Alors, leur court-métrage, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Je sais juste que ça parle de babysitting. Avec Philippe Lachaud? Pas du tout. Ça parle de babysitting. C'est Béatrice Dalle qui garde un enfant, puis à un moment, elle en a marre. Donc, du coup,
Elle bouffe l'enfant. Hop. Voilà. Donc, alors, on est toujours dans... Alors, j'avais X pour xylophone. Oui, 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 c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Parce qu'à la fin, Béatrice Dalle fait du xylophone avec les côtes de la gamine. Voilà. Donc, esthétique très très proche de À l'intérieur et de toute façon avec Béatrice Dalle. Qui fait peur à la fin. Enfin, bon, là, je spoil comme un malade. Hein. À la fin, on voit Béatrice Dalle avec les ailes de fée de la petite qui joue du xylophone sur les côtes totalement ensanglantées de la fille. C'est bon. Voilà, avec les parents totalement qui débarquent et qui voient la scène. Voilà, donc c'est un court-métrage de 2 minutes qui n'est pas inintéressant, mais ça prouve que Bustillo et Mori sont devenus quelqu'un sur la scène internationale et qu'on les appelle pour des courts-métrages. Voilà, c'est tout ce que prouve ce film d'ailleurs. Un premier pas à l'étranger. Un premier pas à l'étranger, donc nous sommes en 2014, on va passer directement en 2017. Voilà, alors un film à, comment dire... la production contrariée. Alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est un film de la saga Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Leatherface. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6e volet officiellement de la saga Leatherface. Et donc dans l'histoire, c'est le premier parce qu'il est censé raconter la genèse de Leatherface. De Leatherface. Alors là encore, je refais un parallèle avec Viande d'origine française. Mais dans le Viande d'origine française, ils expliquaient justement, entre guillemets, avoir déjà été sollicités suite à l'intérieur par des producteurs américains pour faire des remakes et des suites et des machins. Ils ont été rattachés au projet d'Halloween 2 fait par Rob Zombie finalement. Oui. Ils ont été rattachés au projet de remake d'Hellraiser. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était après le Leatherface. Hein, ils ont été... Non, c'était avant. C'était avant ? Ouais. C'était avant parce qu'en 2012, ils ont témoigné à la nuit Clive Parker au PIF. Ah oui. De leur expérience sur le projet. Ils expliquent dans ce documentaire avoir refusé vendredi 13, donc Halloween. Ça, il l'avait déjà dit, il avait déjà dit non. Et donc en rigolant un peu, genre en mode, on attend les prochaines sagas parce qu'on fait collection des scripts pourraves, quoi. Ouais. Et donc avec ce côté où tout le monde nous dit allez-y, même si c'est un film de merde, ça va vous ouvrir des portes, et eux qui font une réponse un peu en mode bah non quoi. Et puis là, en 2017, il se lance avec un film de merde. Je sais plus pourquoi, mais ils se retrouvent du coup à la tête de Leatherface. Donc ils acceptent les Leatherface. Alors c'est le seul film de leur filmographie dont ils n'ont pas écrit le script. Voilà. Alors, bon, j'étais un petit peu méchant en parlant de film de merde. Il y a quand même des choses à sauver. Enfin, on va pas non plus casser. Mais bon, c'est pas terrible, même s'il y a des instants intéressants. Hein. Premier film ouvertement américain. Donc, film intéressant parce que dans toute la première partie, on ne sait pas qui va devenir Leatherface. D'ailleurs, il y a un petit twist. On pense tous que c'est... On pense tous à un personnage en fait, c'est pas lui, c'est un autre. Non, mais que dire de plus ? Film de studio, remonté par le studio. Donc, il y a une version Director's Cut qui a circulé après la diffusion salle. Enfin, non, après la diffusion vidéo. Et encore, c'est un Director's Cut. Même ça arrange pas tout. Hein. Disons que c'est difficile de passer d'un film de Mori et Bustillo parce que ce serait pas eux à la place, le résultat aurait été exactement le même. Ouais. Il n'y a pas de patte à ce film. Je veux dire, ça ressemble à tous les remakes de Vendredi 13 et de machin et de trucs qu'on a vus depuis des années. D'ailleurs, ça sera dans la droite lignée des remakes de Massacre à tronçonneuse qu'il y aura après. Parce que, alors, je sais pas combien d'années après il y a eu Massacre à tronçonneuse au commencement. C'était avant. C'était avant. Ah, c'était avant. Pour moi, c'est le dernier en date, celui-là. Pour moi, c'est... mais pour moi, il est hors chronologie. Enfin bon, c'est... Et non, ce que je veux dire, c'est que... on met pas le nom Mori et Bustillo, on met n'importe qui, ça aurait fait la même chose. Ça aurait fait la même chose. On est vraiment sur un... Comment dire ? Ils étaient pas sur leur film, ils étaient sur un film de studio.
tout bêtement. Mais ils étaient tout simplement sur un film de commande. Donc on leur a commandé un film, ils l'ont fait. Apparemment, ils ont souffert. Alors, hop, Massacre à la tronçonneuse, ça date de quand au commencement? Alors, le commencement... Ouais, Massacre à la tronçonneuse au Texas, le début, 2006. 2006 ouais. De Jonathan Liebesman. 2006, 2003, ok. Bon, bah, non, c'est vraiment le dernier en date. Donc ça veut dire que je me suis pas tapé de film. Bah, c'est pas grave. Et donc oui, en fait, on met n'importe qui d'autre derrière, ça aurait fait la même chose. Oui. Donc on passe. non, mais puis même après sur l'utilité du film en elle-même, j'ai envie de dire, moi je trouve que personnellement, d'expliciter comme ça la genèse de Leatherface, je trouve au contraire que ça amoindrit un peu son aura. Il avait bien plus d'impact quand c'était un espèce de dégénéré où on savait pas trop d'où il venait, qu'on ne sait pas trop son histoire à part que c'était une famille de dégénérés. Après, le film en lui-même, il y a 2-3 séquences bien gore, mais après, il est pas fou. Non, et puis surtout, c'est un sous Devil's Reject. En fait, il emprunte la trame de The Devil's Reject dans le sens où, Leatherface et ses petits camarades sont dans un asile. Ils fuient. Ils s'enfuient. Ils sont poursuivis par un flic qui est bien décidé à faire la justice. Après, on ne sait pas qui est Leatherface dans ceux qui fuient. Ouais, mais c'est quand même assez obvious, quoi. Voilà. Oh non. C'est quand même assez obvious entre deux. On peut vraiment hésiter qu'entre deux personnages. Ouais. Comment ça, c'est pas la nana? Et enfin voilà, mais c'est sous The Devil Rejects, mais en moins bien. Ouais. Donc et expliciter autant la genèse de Leatherface que je trouve pas très crédible en plus. On passe d'un enfant qui au départ refuse de tuer des gens à finalement un type qui a des pulsions meurtrières et qui à la fin s'estime trahi pour n'importe quoi. Et ça stick avec une tronçonneuse. Moi ça m'a marqué. Il y a une certaine jouissance à l'utilisation de la tronçonneuse. Et voilà, non mais dans le mode tu m'as trahi, mais en fait c'est pas grand chose quoi. Enfin, et donc oui, je trouve que c'est pas très crédible ce cheminement psychologique qui l'amène là quoi. En fait, ils auraient mieux fait de le laisser à leur place. C'est pas faux. Le studio. Il aurait de crever de sa belle mort. En attendant un prochain remake dans 20 ans. Ils sont capables de le faire, ils sont capables de faire. Non, ne le faites pas. Ils sont capables. Mais toi, par contre, tu sauves des trucs dans le film. Ah oui. Comment s'appelle l'actrice féminine qui joue l'infirmière, elle est pas si mauvaise. Non, mais en fait, globalement, il n'y a pas de problème d'acting, il n'y a pas de problème de réalisation, c'est juste neutre. Oui, c'est déjà bien que ce soit neutre. Ça aurait pu être mauvais. Alors, on est quand même sur une franchise. Non, on est quand même sur une franchise. Donc, moi, je le vois comme un signe de franchise. Donc, effectivement, si tu baisses un peu tes standards, c'est bien. Moi, je m'attendais à rien. J'ai pas été déçu. Je me souviens plus de ce qu'ils avaient dit au pif quand ils sont venus présenter le film justement. Ah oui, en fait ils ont présenté une version Director Scott, mais pas vraiment Director Scott parce qu'il manquait encore des trucs. La fameuse scène qu'on a vue à la fin toute seule. Ouais, c'est ça. Ouais, après je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose. Le film étant ce qu'il est, c'est comme des personnes qui demandent, qui réclament de faire des Director Scott. David Ayer. Mais bon, si c'est mal filmé de base, tu vas pas non plus transformer du plomb en or. C'est pas possible. De base. Voilà. Si t'as un scénario de merde, parce que voilà, des scénarios, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas. Tu vas pas pouvoir transcender. À part Terrence Malick, très peu de personnes peuvent transcender un scénario de merde. Et même Terrence Malick, c'est simple, il n'y a pas de scénario. Au départ, il y en a un. Oui. Après, il laisse vivre le film. C'est ça. Et ils ne suivent pas le scénario. Voilà. Donc c'était en 2017, donc c'est Leatherface. Ensuite, alors, dans quel ordre faisons les deux derniers? Bonne question, parce que donc expérience américaine qui leur permet quand même de garder certaines attaches pour leur projet suivant.
Oui. Ah, donc tu veux parler de celui qui est sorti en salle. Alors voilà, il y en a deux en fait. Il y en a un qui est produit en 2020 mais qui vient de sortir il y a 3 jours, Voilà. Kandisha. Kandisha. Et puis un autre qui est sorti en 2021 et qui est sorti il y a un mois. Voilà. Parce que Covid oblige, pandémie oblige, nous sommes obligés de choisir. Alors, hop, production ou sortie. Allez, hop. Allez, dans l'ordre où on les a vus. Allez, hop, sortie. Alors, il y a un mois est sorti The Deep House. Alors, film concept, high concept, comme on dit. Donc, de maison hantée sous l'eau. Sous l'eau. Voilà, et on a tout dit. Voilà, un film avec Kanye Rowe et James Jagger dans les rôles principaux. Donc James Jagger, fils de... Fils de, pas très bon acteur. Voilà. Pas bon du tout. Voilà, pas très bon acteur. Donc le film, donc high concept, qu'est-ce qu'on peut sauver? Pas grand chose, à part la photographie de certaines photographies. Certains plans sous-marins sont très beaux. Alors, sur ce film, j'ai envie de dire, même défaut qu'aux yeux des vivants, en fait, exposition beaucoup trop longue. Et crétine. C'est surtout pourquoi les 10 minutes de début sur la première maison, sur l'urbex, en fait, ça ne sert à rien à part de montrer qu'ils font de l'urbex. Voilà. Voilà. Et après, la scène de la baignoire, à la limite, je veux bien. Oui, et encore. Et encore parce que c'est pas super bien utilisé. Non. Le fait qu'elle mente sur la durée de sa plongée, en fait, c'est pas utilisé du tout. Parce qu'en plus, à la fin, je ne veux pas spoiler. Et donc voilà, deux fans d'urbex américains qui se retrouvent dans la campagne française. Dans le sud de la France, si j'ai bien suivi, qui entendent parler d'un village englouti, sauf que quand ils débarquent, c'est une zone très touristique, donc ils sont très déçus. Et finalement, il y a un autochtone du coin qui leur dit « Mais dans un bras de rivière, il y a une maison qui est parfaitement conservée et que vous pouvez aller visiter. » Et voilà. Et c'est donc ils se disent super, on va faire des vues sur YouTube. C'est ça le but, c'est d'arriver à vivre de sa chaîne YouTube. Voilà. Sur l'urbex. Et donc du coup ils y vont, ces couillons, ils entrent dans la maison, ils peuvent plus en sortir. Voilà. Et bon, là je suis partagé parce que il y a des choses qui sont bonnes, surtout dans l'image, dans certains cadrages. Dans certains, oui, l'utilisation du drone est pas mauvaise. Oui, alors parce qu'on précise, c'est un phone footage. Oui, voilà. C'est un fun, même si ils ont un peu triché parfois, Oui. Parce que le drone permet d'avoir de meilleures images que si c'était. Ouais. Ils ont quand même des belles images par rapport à d'autres fan footage. J'arrive pas à dire le mot. Fan footage. Images trouvées. Donc oui, on est en vue à la première personne, tantôt par un des deux plongeurs, elle ou lui, ou tantôt par le drone. Voilà, c'est pas mal, ça donne une bonne idée. Et donc du coup, ils se tombent sur une maison qui est habitée par une famille d'apnéistes confirmés. Et au fur et à mesure, donc ils découvrent les terribles secrets de cette maison. Ouais. Et qui n'ont pas été amenés là par hasard. Exactement. Alors oui, donc exposition beaucoup trop longue pour des personnages assez peu intéressants. Film très court, à mon avis, parce que 1h20. Voilà, sauf que sur 1h20, il y a déjà 25 minutes d'exposition, quoi. Ouais. Voire même plus. À mon avis, l'exposition, c'était juste pour amener le film à une durée raisonnable. Parce que... Après, il y a aussi la technique qui fait que filmer immergé, ça doit être compliqué. Donc du coup, le film devait pas être il pouvait pas faire 3 heures. Mais après, voilà, donc, dans les choses que je reprocherais à ce film, en fait, c'est qu'on a des plans, entre guillemets, sous-marins qui sont excellents. Et puis d'autres qui sont merdiques. Et en fait, la partie non horrifique du film est plus stressante que la partie horrifique. Je veux dire, on a des moments où on sent la tension monter, mais en fait, il n'y a rien. Et par contre, quand ils utilisent des mécanismes pour tomber vraiment dans le film d'horreur, là encore, c'est un peu comme aux yeux des vivants, c'est tellement déjà vu, revu 1000 fois, en fait, ce serait pas sous l'eau, on aurait déjà vu ce film 50 fois. Moi, j'ai un petit... Alors, je vais nuancer ton propos, parce que moi, il y a des très bonnes idées. Moi, je pense à cette scène de cinéma, dans cinéma immergé qui est belle, parce que la fille qui sort de l'écran, moi j'ai trouvé ça magnifique. C'est une très très bonne idée.
Il n'y en a pas beaucoup des scènes comme ça. Après, effectivement, surtout il y a un moment où le montage devient épileptique, un espèce de cache-misère, qui est un cache-misère dégueulasse. C'est-à-dire que tu as des moments où on sent qu'ils ont enlevé des morceaux de pellicule pour mettre des écrans noirs, pour faire monter la tension. Tu sais, c'est au moment où la fille se prend dans les espèces de crocs de crochet, etc. Donc on met un insert de crochet en rouge, écran noir, un insert de crochet en rouge, mais ça de manière tellement épileptique pour justement faire monter une pression, mais c'est tellement c'est tellement artificiel que en fait on l'a déjà vu, enfin c'est artificiel et vraiment c'est dommage parce que c'est vraiment dans les 5 dernières minutes et c'est dans ces 5 dernières minutes il y a des fautes de goût qu'il n'y a pas eu dans l'heure avant. Et voilà, mais moi après effectivement ce que je reproche au film aussi c'est ce côté un scénario très con par rapport à ce qu'on aurait pu avoir en fait. Ils ont une maison sous l'eau et on nous refait le coup de la famille sataniste à qui on envoie des sacrifiés quoi. Avec une petite référence à Cthulhu d'ailleurs, enfin une référence pas petite d'ailleurs parce qu'elle est marquée sur le livre. Il y a le mec qui le dit clairement. Et j'ai envie de dire, on aurait pu avoir tellement autre chose qu'un leitmotiv aussi convenu et aussi déjà vu 1000 fois dans le cinéma d'horreur que ça. Et pareil, alors il y a ça, il y a aussi le fait que les moments qui sont censés de tension sont systématiquement désamorcés par le bavardage des protagonistes. Petite mention aussi au jeu d'acteur de Monsieur Jagger qui est pas bon, voilà. Mais même quand il fait que parler. Voilà, et le problème c'est que ça désamorce. C'est ça, et le truc c'est que il est très bavard comme film. Trop. Il aurait gagné à être un peu plus silencieux parce que ils essaient de faire monter la tension. Et là, c'est oh là là, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Tu vas bien? Oh là là, oh, il se passe ça. Avec, en plus, parfois, oui, carrément du discours sur ce qui est en train de se passer. Oh mon Dieu, attention, la porte est en train de se refermer. Mais je pense que ça, c'est un problème de scénario. Ça aurait mérité d'être supprimé au scénario, ça, carrément. Donc, oui, beaucoup trop bavard, et du coup, ça désamorce les moins de tentatives de tension. Et j'ai envie de dire, même des moments qui auraient pu être très. Où on se demande, où on se dit, tiens, c'est là où ça peut être flippant. Par exemple, quand ils commencent à se regarder dans des miroirs, où ils insistent bien, où au final il se passe rien. Ouais. Mais le problème, c'est que derrière, c'est des jumpscares à la con qui. Des méthodes faciles, artificielles. C'est ça. Non, mais clairement, faut. Alors. Moi, j'ai vu ça comme s'ils avaient eu une bonne idée pour faire un exercice technique. Et on sent que c'est un exercice technique qui a débarqué en salle. Voilà. Bon, après, pourquoi pas? Parce que dans les faits, le film c'est une série B de base. Après, est-ce qu'il aurait mérité une sortie en salle? Surtout en période où... Il aurait mérité des meilleurs acteurs, en fait, parce que ça aurait pu être, c'est con, mais ça aurait pu être une série B sympa. S'il y avait eu des meilleurs acteurs. En fait, le simple fait de changer l'acteur, ça aurait déjà monté le niveau, parce que l'actrice en elle-même, elle fait le taf. Oui, non, mais lui, sa voix... ça t'a énervé, hein. Ça t'a énervé. Voilà. Et voilà. Donc, avant ce film, ils ont réalisé autre chose. Ils ont réalisé... Donc Candy Chat. Alors ce film-là, ce film-là, nous l'avons vu juste avant d'enregistrer le podcast. Donc, c'est sorti il y a 3 jours. Et ouais. Donc là, c'est du chaud bouillant, c'est notre avis à chaud. Tu parlais d'un film pour les ados. Oui. En fait, c'est celui-là. Oui, mais puis moi, ça m'a énervé. Donc c'est. Alors déjà, moi, j'ai énormément de mal avec les films sur la banlieue, utilisant du vocabulaire de banlieue, utilisant des qui étaient ces films-là qui te tapent sur l'épaule. Wesh, on est jeunes. Un problème, c'est que leurs jeunes des années 2020, ils font du graffiti et ils checkent. Ouais, chouette. Et ils filment de la bœuf. Donc, mais non, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des trucs intéressants comme le fait d'utiliser une légende marocaine. Ça, bon point positif. Après, l'utilisation d'un Candyman, d'un Candywoman, voilà, parce qu'on a vu énormément de... Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu énormément de références à Candyman, j'ai vu énormément de références. Ne serait-ce que le titre, déjà. Candy Chat.
Ah oui, non, mais Aisha Kandisha, ça existe avant. La légende existe réellement. D'accord. Mais clairement, la façon de filmer, le fait que de mettre ça dans des cités, le passage dans les murs, dans un trou dans les murs des cités, dans Candyman, effectivement, certes, il y avait un graffiti en forme de bouche où tu entrais dans la bouche pour aller dans le monde de Candyman. Là, effectivement, il n'y a pas de graffiti en forme de bouche, mais bon, il y a des graffitis, il y a des trous dans les murs. On est en cité, la misère sociale. Sauf que la misère sociale est quand même vachement mieux corrélée à l'histoire dans Candyman. Il y a un vrai fond, on va dire, Oui, par rapport à la détresse sociale dans Candyman. dans Candyman. Non, dans Candyman. Dans Candyman, oui. Parce que dans Candyman, Bah, en fait, elles sont juste dans la cité, quoi. elles sont juste dans la cité, elles gueulent bien souvent parce que y a quand même une notion de classe sociale avec la fille qui passe de Bourges parce qu'elle a déménagé à 200 mètres, parce qu'elle n'est plus dans la cité. Et qu'elle est dans une petite maison. Voilà. Il y a quand même ces notions-là je dois prendre un job parce que je peux plus tirer à Laura Merlin mes trucs de graffiti. Voilà. C'est con en fait. Pourquoi j'essaie de le défendre ce film? Non, mais c'est cool. Enfin, c'est pareil, on a droit à une exposition un peu en mode bande de filles. Oui, qui reprend ce coloris qui avait été utilisé par Céline Sciamma, ces images un peu bleutées, tout ça. Ouais, alors c'est une Sciamma, je déteste. Non, mais pourquoi j'essaye de défendre ce film? Non, mais clairement. Alors, en plus, là aussi, on va revenir sur la culture woke parce que clairement, là, quasiment tous les hommes. Pas tant que ça. Il y en a un. Ouais. Et c'est tout. Bah, oui, mais enfin bon, tout commence quand même par une tentative de viol. Enfin, c'est clairement les hommes sont responsables et les hommes vont buter. Le personnage d'Aisha Kandisha, c'est quand même une tueuse d'hommes. On peut difficilement corréler ça sans parler des mouvements actuels. Donc le choix, c'est difficile de ne pas parler d'actualité et de le sortir du contexte. Surtout dans le milieu de la banlieue où l'image de la femme n'est pas forcément très, très reluisante en banlieue. Alors, comment ça, il y a des caves? Non, mais voilà. Après, série B. Série B, clairement, film pour ados en fait. Ouais, mais j'ai envie de dire, le problème c'est que même nos ados ils méritent mieux, quoi. Oui. Je veux dire, il y a des ados qui ont grandi avec du cinéma de Carpenter et tout ça, et à un moment, il faut leur montrer des bons films, quoi. Bah, c'est surtout que en Boogeyman, entre Candyman et ça, et Kandisha, bon, bah, Candyman gagne. Si on veut montrer du slasher, même Destination Finale était beaucoup plus était beaucoup plus sympa. Et puis si on veut rester en France, promenons-nous dans les bois. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Voilà, donc c'est difficile à sauver quand même comme Black Kandisha. Hein. Ouais, bah après, malheureusement, les actrices ont le jeu de leur. Je sais même pas si c'est des actrices professionnelles. Oui, bah après, on peut dire qu'elles font le taf quand même. Hein. Toutes font le taf. Il faut pas blâmer les actrices. Hein. Je pense que le problème vient surtout d'un scénario. Bah, on voit que c'est un scénario qui a été écrit par un mec de 40 ans par des mecs de 40 ans pour parler des jeunes d'aujourd'hui, quoi. Oui. Mais bon, je suis pas convaincu que ce soit ça les jeunes d'aujourd'hui. Bah, après, est-ce qu'on est jeune? Est-ce qu'on les connaît? Non, mais bon. Je veux dire, est-ce qu'on en va encore beaucoup faire du graffiti, quoi? Ouais, et puis surtout, l'une des filles a un t-shirt de Ramones, et pas une fois il y a une musique des Ramones. J'étais déçu. Surtout que c'est évoqué dans le film, hein, la personne qui porte un t-shirt et qui n'écoute même pas la musique du t-shirt. Voilà. Non, mais en fait, c'est... On peut dire, alors autant The Deep House c'était un truc technique, un test technique qui est sorti en salle et qui aurait peut-être dû être sur une plateforme, autant Kandisha mérite parfaitement sa place en VOD et n'aurait pas mérité une sortie salle. Même techniquement, c'est propre, mais c'est bien, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est bien foutu, mais ça a déjà été vu à plusieurs reprises dans d'autres films. Voilà. Donc tout ça pour dire que Bustilly et Maury, on les aime bien quand même, quoi. Mais oui. Mais il y a un début de carrière prometteur et puis ça s'enlise un peu.
Bon, alors, je crois qu'on a fini ce Ben, podcast. Nous sommes à 1h48. Ouais. Mais ce podcast était court. Pour une fois. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon, allez, viens, on va se faire un Hitchcock. Alors, Donc voilà, on n'a pas connaissance de futurs projets. Là, ils sont pas mal sur l'actu de ces 2 projets-là. je pense qu'ils sont en train de vendre, de vendre le film. Ils sont sur la promo, sachant que Candy Chat est sorti il y a 3 jours. Hein, donc, Oui. on va pas non plus. C'est normal de ne pas avoir d'actualité tout de suite. Surtout Voilà. qu'ils viennent de sortir 2 films coup sur coup quasiment. Donc, Maury Bustillo, regardez à l'intérieur, Regardez regardez Livide. Livide, regardez Viande d'origine française, voilà. The ABCs of Death éventuellement. Alors, ils apparaissent dans le 2. Non, dans le deuxième volet, pas dans le 1. Mais regardez quand même, il y a des petites choses intéressantes. Voilà. Après, c'est le problème de toutes les anthologies. Il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, Leatherface, si vous êtes un inconditionnel de Massacre à la tronçonneuse et que vous ne voulez pas manquer un épisode de la saga, allez-y. Voilà. Et puis Candy Chat, à la limite si vous avez des enfants, quoi. Mais... C'est pour vos jeunes. Voilà. Et voilà. The Post, pourquoi pas, mais c'est un truc technique. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de mettre vraiment de l'argent là-dedans. En tout cas, aux yeux des vivants, c'est pas la peine. Voilà. Non, mais de toute façon, à l'intérieur, il est vide. Voilà, on va être clair là-dessus. Regardez, à l'intérieur, il est vide. En attendant, merci de nous avoir à nouveau écoutés après 6 mois. Après 6 mois, on va essayer d'en refaire un. On va essayer de revenir sur un rythme mensuel. C'est pas ce qu'on dit à chaque fois. Si, c'est ce qu'on dit. Mais tu sais quoi, la dernière fois, on avait dit qu'on s'occupait de notre Facebook aussi. Hein, donc, Et on s'occupera de notre Facebook. Ah, oui, comme voilà. ça, c'est dit. On s'occupera de notre Facebook. On va essayer. Donc, on ne sait pas encore quel sera le thème du prochain. Oui, parce qu'en plus, on a un mois de septembre qui va être marqué donc, par l'étrange festival. Si tant est qu'on les quelques séances, on pourra aller. Ouais, la nuit Nanarland. La nuit Nanarland, surtout, donc c'est le 25e anniversaire. Alors, pas de la nuit, mais du site. Oui. On y sera. On a notre place. C'est bon. Yes. On a notre place. Ouais. Et on a notre passe sanitaire. C'est bon. On va pouvoir y aller. On va se mettre d'accord sur le prochain thème. Voilà, donc d'ici là, faites-vous des toiles. Protégez-vous, protégez les autres. Oui, sortez couverts. Voilà, couverts de quoi on ne sait pas, mais on vous aime et passez à la prochaine. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à nous mettre des petits pouces verts, des petits pouces, rouge non, mais vert oui. Alors si vous n'avez pas aimé, vous ne faites rien. Si vous voulez qu'on remette plus de blagues dans les podcasts, dites-le nous. Oui. Alors on a fait une adresse Gmail. Le cinéma a été fermé de l'intérieur @gmail.com. N'hésitez pas. On a déjà reçu 2-3 trucs dessus, des propositions totalement indécentes. Ah bon Oui. Je sais pas où on traîne en fait. Je sais pas où notre podcast traîne, mais c'est bizarre. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous partager, à nous liker, à nous faire un petit coucou sur notre Facebook. On est beaucoup plus présent sur notre Facebook. Hein. Enfin, on lit tous les messages qui arrivent. Quand il y en a. Quand il y en a, bah oui, mais de toute façon, à force à un moment, on va gérer notre page Facebook. Un moment. Voilà, donc on vous aime, passez une bonne semaine et À bientôt. à bientôt.